Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel opus de discussion. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Samir de la chaîne Microciné pour parler d'un sujet particulier, puisqu'on va revenir sur le film Dune de Denis Villeneuve, pas dans une optique de redite, au contraire, mais parce que je me disais que construire un débat autour du film était plus intéressant que de faire une vidéo tout seul. Donc voilà, et je suis très heureux de t'accueillir, Samir. Comment vas-tu? Bah écoute, merci beaucoup Artopolis, ça me fait d'autant plus plaisir que j'ai pas souvent l'habitude d'aller sur les chaînes de confrères et Oui, consoeurs pour parler de films, mais vraiment de films, hein. Et donc je oui, suis oui, très content et très honoré et ça me fait vraiment plaisir. On va c'est pouvoir discuter réciproque. un petit peu de tout ça. Merci beaucoup en tout cas pour l'invite. Parfait. Donc, vous êtes pas censé, enfin, vous le savez tous, Dune est sorti enfin, puisque c'est un film qu'on attendait depuis 2019, 2020 même, mars 2020, qui devait sortir à peu près dans ces eaux-là. On Mhm. l'a eu fin 2021. Il est sorti en septembre et le film a fait pas mal couler d'encre, peut-être même pas assez, on va dire, puisqu'on va un peu parler de ça. Et Villeneuve, c'est un cinéaste qui est intéressant puisque ça fait des années qu'il officie, qui, on va un petit peu parler en premier de notre rapport avec Denis Villeneuve, mais ce qui m'intéresse chez lui, c'est que c'est un cinéaste qui est parti disons, d'un petit cercle d'auteurs, on va dire entre guillemets, puisque c'est un cinéaste québécois, canadien-québécois qui a fait quelques petits films et il s'est fait remarquer avec Incendie, me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Entre autres, ouais, exactement, c'est Ouais, ça. c'est ça, c'est Incendie qui a fait parler de lui, puisqu'il avait commencé avec deux premiers films que je n'ai pas vus malheureusement, qui est un poisson. C'est quoi le titre de. C'est un Alors, poisson. alors le premier, c'est un 32 août sur la Terre. Ah ouais, un train Et, de zout sur la Terre, voilà. Voilà, et qui était passé à Cannes, si je me souviens bien. Et le film suivant s'appelle Maelstrom, que je n'ai pas vu. Ouais. C'est le seul C'est avec un de. poisson justement qui parle, c'est ça, il y a une histoire de. Il Ouais, paraîtrait, oui. Celui-là, je l'ai pas vu. je l'avais Et, noté. et ensuite, il y a Polytechnique. Et après, il y a Incendie. Et puis ensuite, il y a le film Prisoners, que tout le monde connaît maintenant. D'accord. Ouais, c'est ça, Prisoner, ça a aussi bien marché, et surtout qu'il commençait un petit peu à s'ancrer dans le cinéma hollywoodien, puisqu'il avait quand même deux gros acteurs Hum. qui étaient Hugh Jackman et Gyllenhaal. Alors d'ailleurs, c'est amusant parce qu'en fait, il avait déjà tourné avant Enemy avec Gyllenhaal, avant de faire avant de faire Prisoners, il me semble, si je dis pas de bêtises, et qu'il a Ah bon? sorti Enemy après. Ouais, il me semble qu'il avait fait ça, qu'il D'accord. avait déjà tourné avant Enemy, et que c'est pour ça qu'il a repris Gyllenhaal. On en avait parlé lors du live avec Nico, et d'ailleurs qui a été un super live, je vous mettrai un lien dans la description. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il va commencer à faire des gros films de science-fiction. Donc des films, on va dire qu'il va s'attaquer au cinéma populaire, entre guillemets, même si je déteste ce terme-là, mais on va pas refaire le cinéma ensemble. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est intéressant parce que on est dans une époque assez cynique dans l'industrie d'Hollywood. C'est-à-dire qu'on fait des films qui ne croient plus du tout en leurs histoires aussi, qui ne croient plus en leurs personnages. Bon, je prends l'exemple un peu facile du MCU, mais c'est-à-dire que ce pseudo-univers cinématographique qui n'en a rien à faire, en fait, hein, des icônes, hein, puisqu'on peut parler d'icônes, qui manient, qui n'existent pas à l'écran, qui sont des films totalement dénués de tragédie, d'impact émotionnel. Et c'est intéressant de voir que Villeneuve intéresse en fait le cinéma américain au point voilà, de travailler sur la suite de Blade Runner, qui est quand même qui était quand même un gros projet, hein, parce que Ridley Scott l'avait prévu depuis des années. Et il fallait que ce soit Villeneuve qui le fasse, c'est ce qui est assez étonnant. J'ignore encore comment ils se sont rencontrés, mais je pense que c'est avec Premier Contact qu'il y avait de. Quoique non, parce qu'il avait déjà commencé le tournage avant Premier Contact. Donc je ne sais pas du tout comment les deux se sont rencontrés, mais c'est intéressant. Et du coup, on a donc maintenant Dune, puisque c'était un projet qu'il voulait faire depuis des années, qui est lié à la lecture forcément du roman d'Herbert, hein, puisque vous le savez tous, Dune, avant d'être un film, c'est un bouquin, c'est une saga fleuve de bouquins de 6 tomes, qui raconte donc l'histoire de Paul Atreides, qui est un gamin qui vit dans une maison qui s'appelle la maison Atreides. Et ils vont aller disons, sur la planète Arrakis, qui possède une ressource qu'on appelle l'épice, qui est en fait l'équivalent du pétrole, hein.
On en reparlera, mais c'est ça. Hein, l'auteur s'en cache même pas qu'il s'est inspiré de la vie de T.H. Lawrence pour faire les bouquins. Même si les suites sont largement différentes, on en parlera un petit peu. Et donc, Villeneuve s'attaque à ça, ce qui est quand même quelque chose d'assez impressionnant, parce que c'est limite une arlésienne, hein, Dune, puisqu'on a quand même Jodorowsky qui avait un projet, on a eu justement Ridley Scott qui a abandonné le projet après sa dépression, et ça a donné Blade Runner, donc du coup, c'est pas si mal. Et on a donc Lynch qui a fait un film qui était raté, on va en parler un petit peu, mais pas totalement. Et ensuite, on a donc lui qui arrive en 2021 avec son film, ce qui est assez surprenant aujourd'hui de revoir Dune revenir. Parce qu'en fait, alors il y a eu une série aussi, hein, j'en parle pas, mais j'ai pas vu la série, donc je peux pas vraiment en parler, mais il y a eu une série en fait dans les années 2000 et qui adaptait les deux premiers tomes. Et en fait, donc on a Villeneuve qui arrive avec Dune et qui choisit de faire le film en 2 parties, d'adapter que le premier tome pour l'instant. Et parce que la Warner avait justement acquis les droits il n'y a pas très longtemps du bouquin. Sûrement dans l'optique un peu cynique aussi de faire un univers cinématographique. Ça, puisqu'ils ont un projet de série, enfin bon, moi je déteste ça, c'est quelque chose qui est à la mode aujourd'hui. Enfin, ça existait déjà avant les serials, hein, mais là c'est différent. Donc voilà. Donc la première question que j'avais à poser justement, c'est quel est ton rapport avec Denis Villeneuve à la base? Alors, Denis Villeneuve, c'est un cinéaste que je suis depuis pratiquement le début et qui est intéressant parce que il a, pour moi, c'est le cinéaste du virus. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'intéresser à comment le mal peut être incarné, voire représenté dans la société. Et comment aussi ce mal peut avoir des répercussions sur celles et ceux qui le combattent. Et je pense par exemple à Prisoners, ou je pense aussi à Incendie, ou Polytechnique surtout. Ouais. Et ce qui est assez intéressant avec Villeneuve, c'est que c'est quelqu'un qui, j'aime bien ce terme de sismographe, parce que c'est vraiment, pour moi, il y a un lien qui est très fort avec le cinéma, le fait de sonder un peu la société, de voir un peu ce qu'elle en est, où elle va, qu'est-ce qu'on peut en dire. Et je trouve que Villeneuve est quelqu'un qui a une manière de voir qui est parfois très incertaine et qui donc lui donne aussi cette possibilité de douter constamment et donc d'avancer progressivement. C'est un cinéaste qui aime ses personnages, c'est un cinéaste qui adore non pas filmer une ambiance, mais essayer de filmer une vérité. Et je trouve que je trouve que c'est un grand, et je trouve que par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est aussi un très très bon cinéaste moralisateur dans le sens où la morale ne tient pas d'une légende, mais la morale tient d'une vérité à chercher. Et c'est pour ça que la première partie de sa filmographie, qui commence avec un 32 août et qui se termine, je pense, très certainement avec Incendie, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre. Et il y a quelque chose comme ça chez lui qui a tendance à vouloir comprendre un petit peu où est-ce qu'il en est, lui, dans sa société, mais surtout, qu'est-ce que le cinéma peut lui apporter dans le rapport qu'il entretient avec le monde. Et je trouve que Villeneuve est quelqu'un qui est extrêmement curieux. C'est quelqu'un qui ne va pas qui ne va pas limiter son champ d'horizon à une géographie qui est la sienne, à savoir d'une part le Québec, le Canada ou l'Amérique, et qui va aller beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que d'ailleurs, dans Dune, il y a des moments comme ça assez fascinants et très drôles en même temps parce que, enfin, le récit n'est pas drôle, mais ça nous fait sourire, surtout d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué de parler de tout cela. Mais et il l'avait déjà fait avec Incendie. Donc c'est quelqu'un de fascinant, de curieux, et aussi, c'est un cinéaste qui filme des personnages qui ont besoin de parler pour ne pas se sentir en décalage. Le verbe chez lui est très, très, très important. Le verbe est un élément de mise en scène chez lui.
Oui, Et j'ai remarqué ça. Alors, ça peut donner parfois des situations assez confuses. oui. On va certainement en parler, et je pense plutôt à Dune, mais peut-être parce que enfin, on va en parler. Mais en tout cas, voilà, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui est donc contemporain. Je suis contemporain de ce cinéma-là. Je ne le trouve, je ne le, alors, je le trouve, je lui trouve des similitudes certainement avec Christopher Nolan sur un seul aspect. La manière qu'ils ont, ces deux cinéastes, à tracer des lignes, tu sais, des Tout lignes, à fait. voilà, et pas forcément au niveau de l'architecture, mais au niveau de l'avancement des personnages. Et ces lignes-là, comment dire, elles essayent de maintenir ces personnages en vie. Donc c'est un grand cinéaste c'est le genre de cinéaste qui te dira je pars d'un point A, mais je ne sais pas où je vais aller, mais il faut que j'y aille pour voir un petit peu si moi Mm. déjà j'y serai. Et c'est donc ça donne des choses à ça. C'est vraiment un grand cinéaste de ligne de fuite comme ça et quand il est inspiré, ça donne des films incroyablement rythmés. Prisoners, par exemple, qui est Ouais, c'est un vraiment. très grand film. Je suis d'accord. Ça reste un très très grand film. Puis Donc il y a cette voilà. obsession chez lui aussi pour parce que c'est pour ça, c'est peut-être pour ça qu'on peut le rapprocher en effet avec Nolan, c'est cette obsession pour le labyrinthe des personnages. C'est-à-dire que dans Prisoners, effectivement, mais ça va plus loin parce que ce qui est intéressant chez lui, qui est quelque chose qu'on ne voit plus trop aujourd'hui, c'est sa façon de jouer sur le caractère fictif de l'image et voir l'impact que ça peut avoir sur les personnages. Ce qu'on voit de manière très claire dans Blade Runner, puisqu'en fait, dans Blade Runner 2049, c'est quand même un personnage qui est faux. C'est-à-dire que c'est Mm. un robot, déjà, bon, voilà, c'est un androïde, ce qui est en plus construit en miroir du précédent film. Et en même temps, c'est un personnage qui a des faux souvenirs. Et on les voit, cette fois. Puisque dans le film de Ridley Scott, on ne voyait jamais les faux souvenirs. Là, on les voit. On voit des flashbacks, des interprétations. Et tout le film, c'est un discours sur la fausseté de l'image. Par exemple, il s'attache à une image, en fait, qui est fausse, avec un procédé de mise en scène absolument fou. La séquence sous la pluie avec l'hologramme, c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Je sais que ça a énervé beaucoup de gens, ça, mais sérieusement, la façon dont il met en scène l'hologramme et qu'il, en quelques images, montre l'aspect factice de cette relation, avec la lumière, la pluie qui la traverse, et on comprend qu'elle n'est pas matérielle, que c'est une image, qu'elle est immatérielle, qu'elle n'est qu'une image. Et ça, c'est génial, je trouve. Et surtout, c'est la façon dont, par exemple, un truc tout con, mais la façon dont à chaque fois qu'elle apparaît, il y a le jingle de l'entreprise Wallace. Mm. Elle n'est pas libre. Qu'en fait, en fait, il est K dans le film est obligé de se contenter du peu qu'il a. Et ça, c'est assez fort, je trouve. Et il arrive en plus, il arrive, Villeneuve, à créer une sorte d'intensité dramatique quand cette image disparaît. Parce qu'on sait que K s'était attaché toute sa vie à cette image-là et qu'elle a disparu. Et il y avait ça aussi dans Premier Contact avec le début fragmenté avec l'idée de flash forward, qui sont des flashs du futur. Nous, on ne savait pas. On découvre au fur et à mesure et le personnage non plus ne sait pas. Et le personnage réapprend à vivre. Et il y a ça dans Dune, on va en parler. Il y a aussi ça dans Dune avec justement le don de voyance de Paul qui est pas très clair. Et il y a ça aussi dans Prisoners avec la façon dont le personnage de Gyllenhaal réinterprète en fait les choses et qu'on se rend compte que c'est pas si évident que ça, tout ça. C'est pas, c'est assez terrifiant, en fait. Il y a une sorte d'aspect indicible de l'image chez Villeneuve, que l'image peut être terrifiante et peut avoir une forme comment dire, de fatalité aussi. De fatalité pour le personnage. C'est-à-dire que tous les personnages de Villeneuve n'ont pas un destin qui est certain, qui est pas très clair. Il y a ça aussi dans Incendie, quand finalement il y a tout un remaniement de situation qui fait que tout ce qu'on avait vu au début était faux, quoi. Et
D'ailleurs, dans Incendie, il y a quelque chose d'assez terrifiant à la fin, où on se rend compte que tout ça bascule, qu'il y a une inversion. Et il y a ça aussi dans Ennemi, où la première fois où il voit son double, il le voit dans un ordinateur, dans un film, ce qui est quand même quelque chose d'assez clair. Et j'entends beaucoup de reproches envers Villeneuve qui serait que c'est un cinéaste profondément froid. Moi, je suis très en désaccord avec ça parce que pour moi, c'est un cinéaste qui a une fausse froideur. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de gens en font un cinéaste qui est très, très, très hautain. Alors que pourtant, moi, je trouve qu'au contraire, ce qui intéresse plus Villeneuve dans ses films, c'est de privilégier l'émotion sur le reste. C'est-à-dire que effectivement, c'est un cinéaste moralisateur, tu as raison là-dessus, mais c'est aussi un cinéaste qui va amener cette morale par l'émotion et pas par un discours prédéterminé, puisqu'en fait, il se concentre avant tout sur ses personnages. Euh, dans, dans- Et il y a beaucoup de déambulation aussi dans ces films, parce que Blade Runner 2049, c'est vraiment l'apogée de ça, puisque c'est un personnage qui déambule, c'est surtout de la marche, en fait, Blade Runner 2049. C'est contrairement au premier qui est une course. Le premier est une course, c'est un duel. La suite, c'est une marche vers la vérité. Et je trouve ça très intéressant, la façon dont il le construit. Et pareil, tous les personnages sont en quête de vérité aussi. Sont en quête de leur propre vérité. Ils ont besoin de cette vérité parce que sinon, ils n'existent pas. Sinon, ils ne sont que des ombres, en fait. Hein. C'est un peu ça. Parce que dans Ennemi, alors Ennemi, qui est un film que je trouve un peu bancal, mais que j'aime bien, le personnage de Gyllenhaal est obligé de tuer le double pour pouvoir exister, quoi. Pour pouvoir se rapprocher de sa vérité, de sa vie. Et moi, je trouve ça intéressant. Et du coup, je sais pas si tu es d'accord avec ces observations-là, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très fréquent chez lui. Le côté hautain, je vois pas du tout Ouais, on est d'accord. sur quel aspect. Et puis, est-ce que ça serait un cinéaste qui serait... on a cette impression que le cinéaste est peut-être un peu plus... On sait davantage que le spectateur. Je ne pense pas. Je pense pas que ce soit le genre de Oui, cinéaste qui se croit malin et au-dessus du spectateur. Je pense que ces d'accord. films ne sont pas au-dessus de leur spectateur. Mais sur ce que tu disais par rapport au travail, enfin, à la notion d'image et l'image réinventée, ou alors l'image fictionnelle, l'image double. Je pense qu'il y a Oui, aussi l'idée du temps, la manière qu'il a de travailler le temps oui, du c'est récit, vrai. et qui fait qu'il y a il y a comme ça un rythme assez incroyable et qui, pour moi, ne fonctionne pas finalement dans Dune quand il travaille une séquence événementielle avec une dramaturgie très forte. Mm. Autant dans Prisoners, il y arrive parce que peut-être il est libéré de beaucoup de choses Mm. et que dans Dune, c'est très compliqué. Je Oui, trouve c'est vrai. que pour moi, le gros défaut de ce film, c'est que je trouve que ce film raconte quand même l'histoire d'un cinéaste qui a du mal à se libérer de cette grosse chaîne qui est le bouquin, qui est ce que représente le bouquin. Et Mm. c'est ça pour moi le problème dans ce film, en fait. C'est ça. C'est je ne retrouve plus la liberté de Villeneuve dans sa manière et de raconter une histoire, et de travailler le montage, et de mettre en scène, et de créer une ambiance, et de saisir le rythme aussi. Il y a quelque chose de très déséquilibré. Et je trouve que quand on regarde un film comme Incendie, par exemple, ou alors Prisoners, euh, il, et là, pour le coup, effectivement, ça le rejoint de tous ces cinéastes contemporains. Ils ont une manière de créer une sensation assez forte qui te Mm. prend et qui est caractérisée par constamment casser le rythme. Casser le Oui, rythme. À chaque ouais, fois, il c'est vrai. casse le rythme. Mais ça fonctionne. En le cassant ce rythme, ça crée un autre rythme qui est beaucoup plus saisissant, qui est moins dans l'esbrouf et, Ouais, je suis d'accord. et ça donne des montages extrêmement alternés. Moi, je pense que c'est ça l'idée du temps chez Villeneuve est très importante. T'as beaucoup ça L'ouvert. T'as beaucoup ça dans Dune, ça a été reproché d'ailleurs Mm, parce dans Dune, il joue beaucoup sur l'anti-spectaculaire.
ce qui a gêné pas mal de gens, mais je rappelle que dans Dune, justement, l'introduction, elle n'est pas si spectaculaire que ça, puisqu'en fait, c'est un massacre qui dure quelques minutes Ouais. et qui est très rapide parce qu'ils sont, on en parlera un peu plus tard, mais ils sont en supériorité numérique, ils sont en supériorité aussi de force, et c'est lâche. C'est lâche parce qu'ils attaquent de nuit, qui est quand même quelque chose de très lâche, de très très lâche. Mais ce qui m'a intéressé d'ailleurs, parce que je fais un mémoire actuellement sur... là, je digresse un peu, mais c'est pas si bête, je pense. Je fais un mémoire sur ce qu'on appelle les modes des modes de combat qui s'appellent la petite guerre, en fait. Mhm. Qui est un type de guerre, en fait, qui est beaucoup plus lâche, qui est beaucoup plus avec peu de soldats, etc. Et ils ont tendance à attaquer de nuit, justement, aussi. Et j'ai retrouvé pas mal ça. Bon, de toute façon, il y a forcément une connexion avec les guerres coloniales dans Dune. Euh, Rien que l'apparence des Sardaukar qui rappellent des soldats coloniaux. D'ailleurs, j'adorais ce petit détail de tout con, hein, parce que on en parlera plus tard du coup de ça. Et je voulais revenir aussi un peu sur le bouquin, évidemment, de Herbert, qui pour moi a été un véritable choc littéraire, en fait, parce que je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup la littérature, qui n'en lit pas assez peut-être, parce que je prends beaucoup de temps à la lecture. Et je trouve que ce livre-là m'a reconnecté un petit peu avec la littérature parce que il y avait cet aspect-là de... J'avais plus conscience du temps, en fait. J'étais dans la notion de temps, de chronologie de Dune, en fait. Et quand j'ai lu, je ne pouvais pas me détacher des mots de Herbert. Je ne pouvais pas me détacher de cet univers-là. Je ne pouvais pas me détacher de cette impression que j'étais projeté dans un autre univers. Alors que pourtant, euh, le livre de Herbert est assez aride. C'est assez sec. C'est c'est très 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 particulier. C'est pas il en fait. Disons que sa façon, c'est très descriptif. Ce qui est peut-être la véritable complexité d'adaptation, parce que en fait, il commence son livre par des petites voilà des extraits voilà, il ouvre en fait par des petites balises Mhm. qui racontent les choses. Là, par exemple, on a l'extrait du manuel de Muad'Dib par la princesse Irulan. Ce qui est d'ailleurs l'introduction du film de Lynch, où il y a Irulan qui parle directement, qui est la fille de l'empereur. Et en fait, c'est très complexe parce que c'est plein d'informations. Et pourtant, je trouve ça tellement fluide parce qu'il y a des bouquins qui sont insupportables, qui ont toujours des notes de bas de page, qui ont des trucs qui se rajoutent. C'est insupportable parfois parce que ça casse le rythme de lecture. Je dois avouer d'ailleurs, je dois confesser que parfois je lis jamais les notes de bas de page parce que Mhm. ça casse le rythme et je déteste ça. Mais là, disons que déjà, je crois que le bouquin n'a pas de note de bas de page et qu'il fonctionne que par ces petits morceaux qu'on voit au début des chapitres. Et je trouve que ça fonctionne très bien parce que finalement, même si c'est aride, même si c'est un peu difficile comme lecture, de prime abord, c'est une lecture qui est quand même très, 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 très intéressante et qui est très prenante. Et c'est pour ça que moi, ça m'intéressait de voir ça adapté au cinéma parce que, bon, Lynch, on va parler un peu du Lynch. Moi, j'aime beaucoup le film de Lynch parce que c'est un. D'ailleurs, c'est en fait pourquoi je l'aime aussi parce que ça a été ma porte d'entrée dans le cinéma de Lynch, tout simplement. C'est-à-dire que c'est le Mhm. premier film que j'ai vu de David Lynch. Je l'ai vu, j'avais 17 ans. Et lorsque j'ai vu, j'ai quand même été assez frappé. Je comprenais rien. C'est-à-dire que le film est incompréhensible, hein, qu'on soit bien d'accord, le film est incompréhensible parce que bah, il souffre justement de ce problème-là qu'il y a dans le bouquin, c'est qu'il y a un surplus d'informations qui est très mal géré, notamment par le temps, parce que le film ne dure que 2 heures en vérité. Sauf si on voit la version télé, mais je n'ai pas vu la version télé, je crois qu'elle n'est pas bien non plus. Enfin, elle n'est pas bien. Elle est, elle s'éloigne de la vision de Lynch. Et, euh, et c'était le petit problème. Malgré tout, et je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le Dune de David Lynch a des images, mais qui restent à vie. Je suis d'accord, C'est-à-dire exactement, qu'il y exactement. a, par exemple, l'ouverture avec les navigateurs de la guilde des voyageurs, qui n'est pas dans le bouquin. Hein. C'est quelque chose qui est emprunté au deuxième tome, en fait. Qui est cette espèce de sarcophage qui avance avec la créature aquatique dedans. C'est quelque chose qui, moi, m'avait toujours marqué. Qui a été d'ailleurs un moteur pour lire le bouquin. Hein. Je n'avais pas lu le bouquin à l'époque, donc je comprenais rien. Mais je trouve ça incroyable, la façon dont il installe ça.
dont de toute façon, parce que c'est un cinéaste plasticien, donc il y a quelque chose de très palpable dans ce qu'on voit. Et je trouve qu'il arrive, par exemple, un truc tout con, mais qui peut prêter à rire, parce qu'en fait, le Dune de Lynch est beaucoup plus baroque, beaucoup plus baroque, beaucoup plus extravagant. Et la Pop. séquence, ouais, bah oui, c'est ça, de toute façon, c'est ce qui est une vision à la Lynch, hein, parce que moi je trouve que même si c'est son film qui le rejette le plus, il y a quand même beaucoup de Lynch dans ce film, c'est clair. On est Après, ça d'accord. épouse on est bien d'accord, oui, mais ça épouse aussi une période très particulière qui a été qui ont été les années 80. Donc, Ah oui, oui, bien ça sûr. part en ce sens. Il y avait d'autres films qui étaient là. Il y avait Flash Gordon qui était là. Il y avait, Ouais. enfin voilà, Il y a Star Wars. il y avait, c'est ça exactement. Donc, mais bon, je te laisse finir et après Et du coup, je oui, pour rebondis. finir, en fait, il y a une séquence qui est vraiment un truc, mais qui pourrait prêter à rire, c'est-à-dire ces séquences avec les Harkonnen. Je sais plus si c'est. Oui, c'est ça. Il y a une séquence où en fait, il y a une espèce de machine de torture avec un chat accroché. C'est pas ce que Hum, c'est, mais c'est tellement. Mais c'est terrifiant. Moi, je trouve que c'est terrifiant. Il a réussi en fait à rendre les Harkonnen vraiment terrifiants. Et ce qui est différent chez Villeneuve, mais on en parlera. Et je trouve que vraiment le film de Lynch est assez prenant. Et puis il y a quand même la magnifique idée d'utiliser Kyle MacLachlan en Paul, que je trouve vraiment génial dedans. Enfin, moi j'adore l'acteur. Et voilà. hum. Ouais, et non, il est bon cet acteur. Moi, écoute, tu sais, ce film, je l'ai vu non pas enfant, mais pratiquement adolescent. Et Oula. ce qui m'avait le plus marqué, c'est cette connotation homosexuelle Oui, des Harkonnen, oui. très forte, très très forte, hein, Pédophile et, aussi. et pédophile aussi. Et ça m'avait bien troublé tout cela, Oui. et je n'arrivais pas. Alors, je ne connaissais pas du tout le livre, je n'avais aucune information sur cette saga. Et je pense qu'à l'époque, je ne savais pas trop qui était David Lynch, encore que j'avais vu Elephant Man. Oui. Donc, mais je faisais pas trop de rapprochement comme cela. Et Hmm. donc, j'ai vu ce film qui, pour moi, a été oui, ce film est à l'image des années 80, est à l'image de ce que j'attendais peut-être du cinéma à cette époque-là. Donc c'est un film foutraque, Ouais. pour le coup, et complètement coloré, très bigarré, Ouais, c'est vrai. euh, très très bubblegum et en même temps très effrayant aussi, très bricolé, parfois très malsain. Oui. Mal à l'aise aussi, la figure de l'empereur enfin la figure de cette espèce de créature qui est l'empereur, je crois, Le non, pas Baron l'empereur, Harkonnen. non, la créature qu'on voit au début Ah oui, du film comme ça. le membre de la guilde des voyageurs. Voilà, très mal à l'aise en voyant enfin, il y a voilà, j'avais et puis surtout et puis il y avait et puis au niveau je trouvais que les personnages dans le film comment dire n'étaient pas assez étoffés, pas assez mais en Oui. même temps il y avait quelque chose. Hmm. Il y avait quelque chose qui ne se prenait pas forcément au sérieux, qui aujourd'hui peut-être peut faire sourire, mais il y avait une véritable envie de malmener un récit Hmm. existant en essayant de le coincer dans une période qui est les années 80. Ouais, c'est vrai. Et, T'as raison. et ça, ça peut être intéressant Ah finalement. oui. Et puis tu avais des acteurs improbables comme Sting, enfin je veux dire voilà. Et exactement. Et donc je n'en ai pas gardé un grand souvenir, mais par contre, je trouve peut-être que pour le coup, parce que Lynch, et puis il y a aussi autre chose qui est important, c'est que c'est un film qui a été extrêmement charcuté par la production, Voilà, par qui a De été Laurentiis. massacré. Hmm. Ça, il faut par contre, ça c'est un élément important et prédominant et qui a fait que ça n'a pas fonctionné. Mais tu vois, ça pose toujours cette fameuse question qui, euh, qui, qui, qui n'en finira pas d'être posée, j'imagine, à Oui, bien savoir sûr. comment est-ce qu'il y a des œuvres qui sont adaptables au cinéma? Est-ce qu'il y en Ouais, il y a? a cette question-là, ouais. Cette fameuse question. Comment adapter Proust, par exemple? Beaucoup de cinéastes se sont cassés la gueule, ou alors Céline, par exemple. Et, 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 Ouais. et en fait, on a eu quelques exemples ici et là d'entreprises réussies. Et à chaque fois qu'elles étaient réussies, ces entreprises, et ben à chaque fois, c'est parce que le ou la cinéaste euh, essayait de
de capter l'esprit et non la lettre. L'esprit. Et surtout parce que le ou la cinéaste ne vouait pas une forme de de culte. Et je trouve qu'il faut se démarquer du bouquin. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, si tu veux. Mais le Lynch reste intéressant sur ce que je viens de te dire, mais c'est. Alors, je sais pas si dans le livre, la connotation homosexuelle, elle est retranscrite. Je n'en sais rien, si tu vas me le dire. C'est pas évident. En fait. C'est pas évident. Alors, tu vois, c'est ça qui est drôle que Lynch, lui, ait insisté là-dessus. Alors, je sais pas s'il y a insisté délibérément, mais je veux dire, il y a l'oncle quand même qui est extrêmement fasciné par le corps de ses neveux. Enfin, je veux dire, il y a des choses quand même qui sont assez fortes. Et je me posais la question, pourquoi? Est-ce que c'est dans le livre ou pas? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Donc, et puis ensuite, beaucoup plus tard, je découvre le film, le documentaire de Jodorowsky. Et là, c'est différent, c'est autre chose. Ça épouse la période des années 70. C'est beaucoup plus spirituel et en même temps beaucoup plus éclaté. Et en fait, je crois que Jodorowsky le dit très bien dans le film, c'est que il faut attraper Dune tout en se disant que tout en essayant de malmener l'image, quoi. Il faut pas y vouer de respect. Il faut malmener l'image. Avec sa métaphore assez. Il faut fragmenter la caméra. Il faut partir en live et il faut pas trop respecter ce. Et il faut pas, sinon ça va devenir plan-plan et ça risque d'être une illustration. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais j'ai quand même fait quelques connexions avec le film de Villeneuve qui, pour moi. Ouais, mais c'est très bien, c'est une très belle connexion parce qu'effectivement, moi je suis d'accord avec toi, il faut malmener une œuvre. La fidélité, moi je m'en fous. Enfin, par exemple, quand j'ai lu récemment Sous le soleil de Satan de Bernanos et j'avais déjà vu le Piala. Et en fait, Piala n'a absolument pas respecté certaines choses. Hein. Il y a plein de choses qui s'en vont, même s'il a respecté la structure de base du bouquin. Mais lui, il va beaucoup plus loin, Piala. Et justement, moi, ça fait un grand film. Enfin, c'est certes. Blade Runner est une adaptation où limite Ridley Scott, il s'en fichait en fait du bouquin, au point de changer de titre. Il appelle Blade Runner, qui n'est pas le titre du bouquin de Kadik, puisque le bouquin de Kadik, c'est les androïdes rêvent-ils de motos électriques. Blade Runner, c'était surtout un titre qui était emprunté à un projet de film ou de bouquin, je ne sais plus de l'auteur, j'ai plus le nom de l'auteur, mais l'auteur du Festin nu. Burroughs. Oui, de Burroughs, voilà. Voilà, de Burroughs. Et en fait, ça marchait très bien, cette idée de tout remanier. Surtout que Kadik avait plutôt apprécié la vision de Scott quand il lui avait montré des images. Il avait dit, vous avez réussi à respecter à la lettre ce que j'ai fait, alors que pas du tout. Hein. C'est totalement différent. Par exemple, dans le bouquin de Kadik, il porte des combinaisons qui les empêchent de respirer l'air pollué, alors que c'est pas du tout le cas dans le film de Ridley Scott, puisqu'il se balade comme si c'était normal, quoi. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et il pleut tout le temps, contrairement au livre où c'est plutôt des nuages de pollution. Enfin, Mais voilà, mais c'est la différence. Par exemple, Shining, alors j'ai pas lu le bouquin de Kadik. Mais la pluie, c'est un élément important chez Scott. Ah bah donc, oui, la pluie est un élément très important. Extrêmement important, donc c'est pour ça que bien sûr. c'est pas quelque chose qui me c'est essentiel. Et du coup, pareil, dans Shining, il respecte pas du tout le bouquin, ce qui paraît. Moi, j'ai pas lu le livre, mais et tant mieux, parce que bon, le style d'écriture alors, je suis désolé pour les gens qui aiment beaucoup cet auteur, mais le style de King est particulièrement lourd. Enfin, pour le cinéma. Moi, j'aime beaucoup lire King, mais il faut reconnaître quand même 2 secondes que c'est pas le plus grand auteur de l'univers et qui a. Je suis entièrement d'accord avec toi. Par contre, j'ai beaucoup de plaisir à. C'est-à-dire que moi, je considère que le premier tome de ça, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, je trouve incroyable ce bouquin. Parce qu'en termes d'émotion, il dégage des choses, mais c'est pas fin du tout. C'est assez lourd, c'est pas assez cinématographique. Enfin, ça peut pas marcher à l'écran. Donc voilà. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que lorsque lui-même a adapté son propre bouquin Shining à la télévision, à la série.
Ouais. C'est Il paraît que juste, c'est mauvais. c'est très très mauvais. Non, non. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où tu t'accapares, tu te réappropries, pardon, un livre, Bien tu as sûr. déjà tes propres images, et puis surtout, Ouais. tu vas conjuguer ce que Bah, tu es, tes ce que images tu, aussi, parce que voilà, quand tu lis, voilà. c'est ça, tu vas Tu te- conjuguer ce que tu es, ce que tu ressens, comment tu vois Ouais. aussi le monde, avec, avec le regard de l'auteur. Et donc, c'est normal que tu vas prendre simplement des choses qui participent aux questions que tu poses Mm. dans ton art. Donc, ça me surprend pas. Et c'est pour ça que Piala, oui, effectivement, il C'est ne un va pas sacré boulot, hein. s'amuser. Oui, il va pas s'amuser à faire ce que faisaient d'autres dans les années Non. 50 et que les cahiers critiquaient, à savoir essayer de reconstituer à la lettre, parfois même en remplaçant des choses. Enfin, c'est voilà, ce qu'on appelle le cinéma de qualité. Donc oui, oui, donc Et, je suis d'accord avec toi. ah oui, tu sais, du coup, pour lancer les hostilités, c'est ce qu'a fait Villeneuve pour moi, parce que Oui. on va pouvoir attaquer le débat autour de Villeneuve. Donc Villeneuve adapte Dune. Et Mm. d'ailleurs, c'est un peu, il faut être un peu présomptueux pour adapter Dune. C'est-à-dire qu'il faut que je vais me dire, je vais adapter Dune. C'est ce que disait Jodorowsky quand il a fait le projet. Je vais adapter Dune. C'est vraiment le truc. Alors que Dune, on sait très bien, ça a été pillé après. C'était pillé au cinéma par Star Wars, hein, parce que quand on voit Star Wars c'est Dune. Hein, enfin, c'est totalement ça. Et puis, bon, c'est quand même un bouquin fleuve, comme je disais, sachant que c'est une saga, hein, il y a des suites. Et j'espère que les suites seront adaptées parce qu'il y a quand même des choses assez folles. Ce qu'on a vu, vraiment, ce qu'on voit et ce qu'on lit dans ce tome-là, c'est 10% de la folie du truc. C'est-à-dire que tout le reste, c'est encore plus fou. Il y a des trucs, il y a des délires mystico-religieux qui sont dans les suites, qui sont encore plus fous que les. Mais parce qu'en fait, quand Herbert il écrit ça sur plusieurs années. Forcément, il y a des contextes qui s'ajoutent à l'écriture. À l'écriture. Puis comme je le disais, de toute façon, Dune, à la base, c'est l'adaptation donc d'un fait réel, de l'histoire de Laurence d'Arabie, qui est cette idée d'un homme qui va tenter d'unifier les peuples d'Arabes du Moyen-Orient, ce qui est un échec à cause des hostilités, à cause de son caractère aussi d'occidental. Et d'ailleurs, bon, j'ai divulgaché un peu. On s'en fiche, on s'en fout. Mais ça va être un échec pour Paul aussi. Paul va échouer. Paul ne va pas réussir. Paul réussit à la fin du bouquin, du premier tome, mais dans la suite, pas du tout. C'est limite, Paul a le destin d'Oedipe, en fait. Mm. Paul, dans la suite, il va errer seul et il va disparaître. C'est très cruel pour un personnage comme Paul. C'est pour ça que moi, j'ai hâte de voir la suite, parce que justement, la suite de Dune, si elle se fait, va vraiment enclencher le mécanisme infernal de cette saga, c'est-à-dire que en fait, cette saga de bouquins, elle est totalement incertaine. C'est-à-dire que le destin des personnages est incertain. On ne sait pas où ils vont aller. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne peut pas le savoir. Parce que, par exemple, quand on voit le film de Villeneuve, on peut penser, oui, bon, Paul, il va être l'élu, il va réussir. Alors effectivement, il va réussir. Il va gagner contre l'Harkonnen, il va gagner contre l'Empereur. Mais à quel prix? À quel prix? C'est-à-dire qu'il va y avoir des sacrifices enfin, en termes d'amour, par exemple, parce que, pour raconter un petit peu, à la fin de Dune, euh, Paul a gagné, mais il ne se marie pas avec Shani. Ce n'est pas Shani. Pas Shani, la femme dont il rêve littéralement, qui lui apparaît, qui s'insinue dans son esprit. Il va au contraire se marier avec Irulan, la fille de l'empereur, pour des questions de royauté, pour des questions de politique aussi. Et là, c'est intéressant parce que dans le film de Villeneuve, il idéalise en fait tout ça. Paul, on l'idéalise. On l'idéalise, on se dit, oui, bon, Paul, c'est un gamin qui doute, c'est un gamin qui a un poids moral, qui a un poids, une charge, mais qui va peut-être réussir. Mais il y a quand même il y a des petits indices de cet échec,
parce qu'en fait, il y a un moment où il y a un des flashbacks, enfin, une des visions de Paul, où il crie, il transpire, il a peur, il se voit dans le futur, il dit c'est une guerre sainte, ça sera une guerre sainte. Bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que Paul Djihad. il va instaurer le djihad, le fameux djihad, la guerre sainte des Fremen. Pour autant, il va plonger le monde dans une situation de peur constante. Et il va sacrifier la bonté. Il va sacrifier la bonté pour devenir finalement un véritable dictateur. Dans la suite, dans le deuxième tome. C'est pour ça qu'à la fin, il s'en va parce qu'il a échoué. Et là, franchement, si Villeneuve arrive à faire ça, ça va être très fort parce qu'il faut y arriver. On ne le voyait pas dans le film de Lynch. Et parce qu'on ne le voit pas dans le premier tome du bouquin. Mais je trouve que Villeneuve insinue un peu cette idée-là d'échec à venir. Il y aura quand même un échec. Et c'est ça que j'aime bien avec le film. Parce qu'il y a toujours cette idée, et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais on revient toujours à cette idée que l'image, elle est fausse. Et que l'image, on se fait des images et qu'on n'est pas toujours sûr de ce qu'on peut voir. Et lui, il a quand même un pouvoir de voyance. Voilà, il a ce pouvoir qui est cette capacité de voir le futur. Mais il n'est pas sûr, en fait, puisqu'à la fin, il se rend compte que ce qu'il voyait dans ces images, c'était faux. Puisqu'il va être obligé de tuer un homme qu'il pensait avoir pour mentor après. Pour lui apprendre les coutumes Fremen, par exemple. Pour lui apprendre à monter les vers, à les chevaucher. Puisqu'il y a ça dans le bouquin. Dans la suite, ils vont chevaucher des vers pour détruire les ennemis. Mais c'est là où, en fait, c'est intéressant. Parce que moi, je trouve déjà, il y avait un choix qui était très critiqué. Le choix de Chalamet en Paul, moi, j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que, en fait, physiquement, c'est un gamin qui ne dégage pas grand-chose. C'est un gamin. C'est juste un gamin. Cet acteur-là, c'est un gamin. Il n'a rien de... Il n'a pas le poids d'un acteur adulte ou d'un acteur enfant qui aurait tout. Parce que, par exemple, chez Spielberg, les acteurs enfants, ils dégagent plein de choses. Mais lui, il est entre les deux stades. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... Il est un peu plus âgé que moi, je crois. Il doit avoir 25 ou quelque chose comme ça. Mais il est à peu près de la même génération que moi. C'est quelqu'un qui est jeune, qui a cette espèce qui est encore en construction, qui a gardé une part d'enfant, mais qui en même temps est dans la froideur de l'adulte, qui est un peu perdu entre les deux. C'est un personnage qui... Et je trouve qu'il représente très bien dans le film, c'est un personnage qui est faible, en fait, qui n'est pas fort. Au contraire, puisqu'il ne fait que fuir, il n'est pas sûr de ses pouvoirs, il a des pouvoirs qui servent, qui vont résoudre l'intrigue, mais ces pouvoirs-là sont complètement instables. C'est-à-dire que... Et c'est ça, il s'invente des images. Il a des images qui... Enfin, c'est pas qu'il invente ces images, mais elles s'insinuent au fond de lui, mais ces images-là sont profondément incertaines. Par exemple, quand il voit Shani en rêve, qu'il la voit colorée, et quand il la rencontre, elle est grise. Finalement, elle est grise, il y a cette photographie très particulière qui n'a pas plu à beaucoup de gens, de Greg Fraser, qui est très, très grise, très, très terne. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ça. Parce que ça crée une sorte de sentiment aride, en fait, d'aridité des choses, et aussi de monde profondément sale et industriel. Et je trouve ça très intéressant. Donc voilà, c'est ma petite parabole sur le film, parenthèse. Et je voulais savoir du coup ce que tu avais pensé du film avec le revisionnage, parce que tu l'as revu. Oui. Tu l'as vu 3 fois. Mais non, mais moi je pense que c'est pas le. Je pense que c'est peut-être le film le moins personnel de Denis Villeneuve. Ah, c'est intéressant. Vraiment, alors je n'ai pas eu l'occasion de revoir ces films, mais les souvenirs que j'ai de ses précédents films, je ne lui trouve pas beaucoup de connexion avec Dune. Je trouve que c'est un film qui va, pour le coup, Dune raconte l'histoire d'un cinéaste qui essaye vraiment de ne jamais manquer de respect envers le récit qu'il adapte. C'est très beau de voir ça, et en même temps c'est frustrant peut-être. En même temps c'est frustrant parce que
je n'ai jamais cette impression jusqu'à peut-être la dernière heure. La dernière heure, c'est quand ils se retrouvent donc la mère et le fils dans le désert Ouais, ça et c'est bien. puis et puis quelque chose est en train de se passer. Et là, peut-être que effectivement Villeneuve est beaucoup plus à l'aise parce que le rapport qu'il a avec le désert est très important aussi, hein, que cela Oui, soit un vous désert l'avez expliqué, affectif. ouais. Voilà, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelque chose de l'ordre du formatage dans sa manière de construire un plan, dans sa manière de d'élaguer assez rapidement l'introduction du bouquin, d'aller en Mm. fait ce qui l'intéresse, je pense que ce qui va l'intéresser, c'est toute la partie effectivement désertique qui peut-être plus tard, alors que je n'ai pas lu le livre. Mais le film n'est pas du tout ambitieux. Le film est une belle, comment dire, c'est un film qui est extrêmement bien illustré. En fait, le film est une illustration de ce que tous les lecteurs et lectrices du livre ont voulu voir un jour ou l'autre. Et ça, pour le coup, il leur donne énormément de choses à cela. Il leur Ah, donne c'est tout ce qu'il cool. faut. Les images sont magnifiques, la photographie est soignée. Il y a effectivement il y a un véritable travail sur la scénographie, sur Ouais. l'espace. Et ça, pour le coup, Sur les corps aussi. et Sur sur les les corps. corps, certes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, il faut qu'à un moment, le cinéaste s'empare du récit pour que je comprenne un peu pourquoi il a voulu filmer Dune. Quel est le lien avec la vie d'aujourd'hui, avec le réel? C'est quoi le lien Mm. avec le réel? Ouais, Et je vois. quand il fait Prisoners, je comprends le rapport, je comprends ce qu'il veut filmer du réel. Quand il fait Incendie, je le comprends parfaitement. Quand il fait Dune, je le comprends de moins en moins, je le vois pas. Ou alors, il essaie de temps en temps de l'approcher, mais il se retient. Toute la, toute, les Fremen, je veux dire, c'est assez fascinant. Je veux dire, quand tu vois les Ouais. Fremen, tu ne penses qu'à une seule chose. Tu as l'impression effectivement que ce sont les tribus arabes, qu'il y a l'islam autour de cela, et puis il y a le djihad. Le djihad n'est pas un mot violent. Le djihad, c'est une guerre sainte. C'est une guerre sainte, c'est surtout une guerre sainte morale. C'est ça à la base aussi, Oui, le tout à djihad. fait. C'est Oui, pas je suis qu'une en train de guerre lire le Coran, effectivement, il y a ça. de violence. Et, euh, et donc là, tu sens qu'il y a peut-être quelque chose à faire, mais il se retient. Il se retient énormément et tu le vois, il n'a pas trop envie de s'en mêler les pinceaux. Et puis, donc, il est toujours dans l'illustration. Il illustre, Mm. le travail sur le verbe n'est plus aussi étoffé qu'il l'avait fait auparavant. Tout est si tu veux, on a l'impression qu'il manque. Et il manque à ce film la partie cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que ce qui nous Mm. montre en surface, ce sont que de l'illustration. Le découpage est plaisant, ça se suit, les plans sont extrêmement courts. Il essaie de tout dire, de tout mettre. Et en fait, tu as en face de toi un film qui n'a pas de saveur, qui n'a pas trop Mm. d'âme. Il y a plein de personnages qui ont des rictus. Et les personnages disent très peu de. Enfin, il essaye je trouve que tous les personnages n'existent pas forcément. Même celui de Paul n'existe pas réellement. Ce sont des rudites. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit une séquence dans ce film, il manque l'avant et l'après. Il manque quelque chose qui fait que la séquence prenne forme sur le temps. C'est ça. Je pense que c'est un film qui manque de temps, qui manque de temps pour Ouais, t'en qu'on avais puisse. parlé, effectivement. Et ça me trouble particulièrement parce que pour moi, ça n'est pas un film de Denis Villeneuve, c'est un film extrêmement formaté dans l'ambiance, dans l'air du temps, comme on dit, et je trouve que c'est une carte postale qui fait plus de 2h27, et moi, ça me gêne un peu, ça me gêne beaucoup. Je ne vois pas ce que Villeneuve a pu Oui, insuffler ce dans qu'il ses voulait faire, précédents films, d'accord. dans sa folie, dans sa manière de travailler sur l'architecture, sur les lignes. Je vois pas tout ça, et je dis Ah pas ouais. que je veux voir, mais je ne comprends pas où il veut Ouais. m'emmener. C'est pas un- Est-ce Pour moi, que, c'est un film oui. pour moi, c'est pas quelque chose de, c'est pas, pour moi, il y a pas, c'est pas un véritable projet cinématographique. C'est une illustration, tout simplement une belle illustration qui a du punch, certes, mais qui est vide de sens. C'est C'est, intéressant. C'est c'est intéressant parce désarmant. est-ce que au fur et à mesure des visionnages, il y a des choses qui se rajoutent qui sont plus plaisantes ou
Parce que tu l'as Moi, vu j'ai plusieurs pas. fois. Tu vois, par exemple, c'est très très bête ce que je vais te dire. Et ben moi, quand il boit un verre d'eau, Paul, j'y crois pas. D'accord. Ah oui, d'accord. Quand je crois pas quand il boit un verre d'eau, je crois pas quand il marche, je crois pas quand ah mince le duc doute, je ne crois pas en tout ça. Je crois D'accord. pas du tout. Et je vois juste des personnages qui sont d'ailleurs non, je vois même pas de personnages en fait. Ce sont pas des personnages, ce sont des cautions. Et je vois pas de personnage, je vois pas Ouais, quelque chose, je vois pas de la chair, je vois pas quelque chose qui existe. Je n'ai pas envie de suivre en fait Denis Villeneuve parce que pour moi, il ne les regarde pas ces personnages. Non, par contre, ce qu'il regarde, c'est comment faire en sorte de livrer un travail correct, soigné, un beau rapport qualité-prix. Il n'y a pas de... Alors, ça ne l'intéresse pas les séquences d'action, mais je crois que dans le livre aussi, ça n'intéressait pas Herbert les séquences non, d'action. non, non, mais même les vaisseaux, en fait, c'est pour ça que Voilà, j'entends donc, qui ça critiquent c'est le pas film. grave, ça c'est pas Mais grave, non, ça c'est... et puis ça suffit largement. Mais ça, c'est un truc qui m'a énervé dans les critiques, c'est-à-dire que beaucoup de gens disent ouais, mais on voit pas assez les vaisseaux, machin. Mais les Oh, vaisseaux dans le bouquin, ils bah, apparaissent deux lignes. Hein. C'est deux lignes. C'est pour ça que quand je suis sorti du film, en fait, et c'est pour ça que moi, du coup, j'ai plus vu de choses. Mais on va en discuter, on va pouvoir en débattre. Mais j'ai vu plus de choses, j'ai ressenti beaucoup plus de choses parce que quand je suis sorti du film, bon, déjà, hum, j'étais un peu déconcerté, en fait, parce que je m'attendais pas à ça, en fait. J'avais pas ce souvenir-là du bouquin. hum. Mais vraiment, j'avais pas du tout ce souvenir-là. De cette part aride, euh, très froide, faussement froide. On parlait de ça. J'avais pas ce souvenir-là aussi de cette façon de traiter l'Harkonnen. Et j'avais plus un souvenir de Harkonnen type Lynch. Ouais. Mais plus je repense au film, et c'est à chaque fois comme ça avec Villeneuve, en fait, il y a des choses qui apparaissent, qui me paraissent, qui voilà, sont évidentes, en fait. C'est que je trouve que, contrairement à toi, c'est peut-être son plus Villeneuve des Villeneuve. Ah bon? Ouais, D'accord. ouais, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, un truc tout bête. Donc, le film s'ouvre donc sur ce flashback qui montre, qui introduit, alors, qui moi m'a plu, parce que dans le bouquin, effectivement, c'est très didactique, c'est très littéraire. Dans le film, on va tout raconter par image, une voix off. Donc là, c'est cinématographique. Et j'aime beaucoup d'ailleurs le premier plan du film où on sent que Villeneuve il aime le désert, donc il va carrément essayer de filmer chaque grain du désert qui arrive, donc il y a quelque chose de très organique. D'ailleurs, c'est un très beau plan. Enfin, moi c'est un plan qui me. Mais quand je parlais de beaux plans, c'est pas des plans parce que ça m'a énervé. Mais avec Villeneuve, c'est souvent comme ça. Les spectateurs qui aiment Villeneuve, quand ils parlent de Villeneuve, ils parlent de plans, mais on dirait qu'ils parlent de fond d'écran, et moi j'en ai rien à foutre des fonds d'écran. Il parle d'images. C'est des captures d'écran, Ouais, de voilà, mais belles images. C'est pas de qu'est-ce que beaux plans. quand je parle de beauté, je parle de poésie. Voilà, Oui, c'est effectivement, oui. différent. La Oui, bien poésie de sûr. l'image, c'est différent. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a un impact quand même du cinéma de Tarkovsky chez Villeneuve, Eh notamment ben avec moi, Blade Runner. tu sais quoi? Alors là, c'est génial ce que tu viens de dire, parce que moi, quand j'ai vu la première fois Dune, mais tu sais, je rêvais, je disais, mais qu'est-ce qu'il aurait fait Tarkovsky de Dune? Ah oui, oui, c'est vrai, moi aussi. Moi aussi, je Ah, me demande. mais ça aurait donné quelque chose de, C'est fou. ah, comme Jodorowsky, parce que je pense qu'il faut être, comment dire, il faut être un peu, il faut avoir du monde dans la tête, je pense, pour pouvoir De toute s'attaquer façon, à on l'a ça. bien vu avec Tarkovsky et ses adaptations de Dune. Exactement, Parce que exactement. à chaque fois que je revois tout ça. Mais c'est intéressant parce que quand tu regardes Blade Runner 2049, tu vois l'impact de Tarkovsky sur le cinéma de Villeneuve. Ce qui n'est pas si étonnant parce que Villeneuve vient du documentaire. À la base, il filmait Oui, des montagnes, il a avec Pierre travaillé avec un Perrault, oui. documentariste Mm. qui c'est Pierre Pierre Perrault. Perrault, je crois. Pierre Pierre Perrault. Perrault, Mm. exactement. Voilà. Et en fait, on retrouve ces images-là et j'avais adoré, qui est quelque chose quand même qui moi, me paraît très clair chez Villeneuve, c'est que comme Tarkovsky, Villeneuve, il poursuit un seul but,
c'est de construire l'image poétique. C'est l'image qui, à elle seule, n'est pas une carte postale, mais raconte beaucoup de choses. Par exemple, la séquence d'ouverture de Blade Runner 2049, où il filme un arbre qui est mort, avec de la brume qui passe, ça raconte tellement de choses sur le monde. Par exemple, il y a une réplique dans le film qui est assez géniale. Pourquoi avoir laissé cet arbre mort ici? C'est quand même très 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 lourd de sens dans le film, puisque on est dans un monde pollué qui est mort. Pourquoi avoir laissé cet arbre mort? C'est une sépulture. Oui, Moi, mais j'avais... c'est un lien aussi avec Polytechnique, la séquence d'ouverture où tu vois, Absolument. où tu vois la déflagration en direct, tu t'y attends pas Oui. du tout et boum, ça part dans tous les Voilà. sens parce qu'il casse le rythme. Il y a toujours cette idée de casser. Et c'est exactement aussi dans Prisoners, la première séquence où si je me souviens bien, si je crois que c'est ça la première séquence où le père montre à son fils comment il y a ce rapport au virus, le mal, comment on l'incarne, comment il est en nous, les répercussions, comment on regarde la société. Enfin, et tu retrouves pas ça dans Dune, du coup. Écoute, dans Dune, ce qui est assez incroyable, c'est que non, je suis. Parce que moi, j'ai un exemple qui est assez prenant. C'est que, en fait, c'est que l'ouverture du film, la première apparition des Harkonnen, sans leur masque, sans leurs habits, on filme quoi? On filme leur fouet. En 2 secondes, on comprend que les Harkonnen sont des êtres violents. Il suffit juste de faire un plan américain sur les fouets pour montrer leur brutalité. À quel point c'est l'incarnation du mal et de la brutalité. Plus de la brutalité que le mal même. Et ça, je trouve ça intéressant parce que Villeneuve, alors moi, ce qui m'a un peu déplu, on va dire, dans Dune, j'espère qu'il ira pas dans ce sens-là dans la suite, c'est que il a quitté un peu cette dimension contemplative qu'il y avait dans ses autres films. Ce que je trouve assez dommage, le montage est beaucoup plus haché, beaucoup plus cut. Moi, je trouve ça un peu dommage, personnellement. Mais en même temps, il arrive à faire quelque chose qui est de créer de l'impact sur les plans, mais de créer de l'impact de sidération, en fait. Il y a cette idée de sidération des plans. Par exemple, le plan où on voit Raban, le fils le fils ou le cousin du baron, je sais plus, ou le neveu, qui est devant cette espèce de cour où il y a toutes les foreuses. Alors c'est intéressant d'ailleurs, parce que les foreuses des Harkonnen sont différentes des foreuses des Atreides. Les foreuses des Harkonnen ressemblent à des araignées. Oui. Et ouais, ou des pucerons. Et les pucerons, qu'est-ce qu'ils font? Ils volent. Ils volent la matière. Et il y a cette idée-là, parce que le premier plan où on voit en fait la foreuse Harkonnen qui fonctionne, qui mange, qui récupère la ressource, on dirait une créature, une bestiole. Bon, on sait l'obsession de Villeneuve pour les animaux, pour les créatures, pour les araignées. Ennemis, effectivement, ou même premier contact avec ces heptapodes qui ressemblent à des araignées. Exactement. Et t'as ça aussi dans Dune. Par exemple, un truc que j'ai adoré dans Dune, c'est un truc qui n'est absolument pas présent du bouquin. C'est cette espèce de créature arachnoïde qu'il y a dans la maison des Harkonnen. D'ailleurs, il y a une théorie intéressante. Alors là, on parle de théorie, on parle plus trop de cinéma, 2 secondes. Mais il y a une théorie intéressante qui serait que cette créature, ça serait la femme de Yue. Que le baron aurait transformé. Et effectivement, je me pose des questions parce que c'est une créature qui a des mains humaines, qui a quelque chose de très féminin. Et est-ce que ce serait la femme de Yue? Parce qu'on sait très bien, dans le bouquin, c'est expliqué qu'il l'a torturée, qu'il lui a fait du mal. Enfin, c'est beaucoup plus cru que ça, dans le bouquin. Et je me pose la question, parce que, effectivement, moi, ce que j'avais un peu reproché au film de Villeneuve, c'est que le personnage de Yue, il le traite pas assez bien. Mais en fait, en repensant à ça, en repensant à cette image d'araignée. Mais il n'y a pas que lui qui ne le traite pas assez bien, je pense. Hein. Je pense que c'est tous les personnages qui ne sont pas forcément bien traités. Je suis pas trop d'accord avec ça, parce que, par exemple, je trouve que le personnage de Paul est très bien abordé, parce que donc on a première séquence véritablement du film, c'est une séquence de discussion qui en plus introduit très bien tous les éléments du film, c'est-à-dire qu'on commence par la voix, l'initiation à la voix, on commence par un repas. Donc le repas, c'est
dans un film, c'est évidemment toujours la séquence de discussion où on parle des enjeux chez un cinéaste comme John Ford. Le repas, c'est aussi une façon de régler les comptes. Mhm. Voilà. Et je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant parce que dans le film, la scène de repas, c'est vraiment l'échange entre la mère et le fils, et comment la mère tente de construire son fils d'une certaine façon. C'est-à-dire, il faut que tu apprennes à manier la voix, il faut que tu l'apprennes, essaye, pas assez bien, pas assez... parce qu'elle a conscience aussi des dangers, mais il y a aussi cette idée que cette femme, elle tente de donner naissance à Dieu, hein, enfin au Messie. D'ailleurs, la suite du bouquin s'appelle Le Messie de Dune, hein, c'est très clair. Et il y a cette idée du poids aussi, du poids de l'héritage, du poids du futur. Et moi, je trouve que Chalamet, il incarne très bien ça. Par exemple, il y a une séquence que j'aime beaucoup dans le film, c'est quand Chalamet va quitter sa planète et qu'il est obligé de tout toucher. Il est obligé de toucher le sable de sa planète. Il est obligé de toucher l'eau, de toucher les pierres, qui est quelque chose quand même de très villeneuvian, hein. Enfin, parce que, par exemple, quand Louis Banks, je ne sais plus si c'est ce nom-là, dans Premier Contact, touche le vaisseau des heptapodes, il y a quelque chose qui est purement sensoriel, aussi de ce besoin de contact des choses, ce besoin de s'imprégner de son univers. Et c'est ce que fait Paul quand il va sur Arrakis. Il retouche. Il a besoin de s'imprégner des choses. Et il y a quelque chose d'assez magnifique aussi, c'est cette séquence, pour moi, qui cristallise peut-être la plus grande réussite du film. C'est une séquence dont personne ne parle, qui est la séquence où Paul discute avec un arroseur. Cet homme qui Ouais. arrose Je trouve la séquence, bon, déjà d'une poésie assez folle, d'une efficacité très, 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 très forte. Et surtout, c'est la seule personne qui transpire dans le film, l'arroseur. On voit les gouttes. Parce qu'il y avait un reproche comme quoi, oui, tous les personnages, ils ont... Bon, pour moi, on s'en fout de ça, mais où tous les personnages, on ne voit pas les gouttes perlées. On n'a pas la conscience des enjeux de ce désert. Mais la seule personne qui transpire, c'est l'arroseur. Donc celui qui donne de l'eau. Mm. Qui donne de l'eau aux arbres. Il y a quand même quelque chose d'assez intéressant là-dedans. Et surtout, il y a beaucoup de poésie qui se dégage parce que, en fait, l'arbre métaphorise un peu l'état de Paul et comment Paul va évoluer, puisque les arbres, ils survivent parce qu'on est là pour s'occuper d'eux, parce que de manière miraculeuse, ils vont s'adapter en fait au climat de la planète Arrakis, puisqu'en fait, quand on regarde Arrakis, il n'y a aucun arbre. Il y a pas de... C'est tout l'enjeu d'ailleurs dans le bouquin, c'est que Liet Kynes, qui est l'envoyé de l'empereur sur la planète, d'ailleurs qui est un homme dans le bouquin, j'aime bien l'idée d'en faire une mère, qui encore une fois, qui parle de l'intérêt qu'a Villeneuve pour les femmes, et pour les mères surtout, et les enjeux que représente la place féminine dans le monde des hommes, dans le monde de manière globale. Par exemple avec le Bene Gesserit, enfin, avec cette espèce de secte de femmes qui méprisent les hommes, en fait, qui méprisent tout, pas que les hommes aussi, qui est une pure secte très violente. Et on a aussi, du coup, la mère de Jessica, enfin, Jessica, qui est la mère de Paul, qui est entre les deux, puisqu'elle est obligée elle a un fils dont elle doit s'occuper, mais elle a un héritage qui est là. Elle n'est même pas mariée, d'ailleurs, au duc. Ils le disent. Ils ne sont pas mariés. Et leur amour, paraît assez pur, évidemment, puisqu'il y a quelques scènes d'amour que je trouve assez belles. Mais ils n'ont pas le temps de s'aimer, en fait, dans cet univers. Mais ça aussi. Peut-être que Denis Villeneuve fait des concessions dans la première grosse partie du film par rapport à Warner, par rapport à plein de choses. Et à partir de la dernière heure, qui est un autre film, hein, on est bien d'accord. Hein. Dès qu'il se retrouve dans le désert, c'est un autre film. C'est un autre film dans la manière de dire. Ce n'est plus une illustration, mais c'est vraiment là, pour le coup, essayer de conjuguer, essayer de faire en sorte que le désert fasse corps avec les deux personnages, donc Paul et sa mère. Et donc là, pour le coup, la caméra
à ce moment-là de chez Villeneuve n'est plus une caméra de figurative, mais elle est réellement un troisième personnage. C'est-à-dire qu'on sent un troisième personnage dans cette séquence qui dure 1 heure. Et là, pour le coup, je me disais, en le revoyant, que il se passe quelque chose qui peut-être annonce l'orientation que va prendre finalement le film. Mais c'est dans le bouquin, effectivement. Et alors moi j'essaie surtout de rester sur le film parce que comme j'ai pas lu le bouquin, c'est un peu compliqué pour moi. Mais ce que le film me donne à voir et à comprendre, c'est à partir du moment où la grosse introduction se termine, qui me faisait rappeler d'ailleurs l'introduction du Seigneur des Anneaux, le premier, et qui est là pour le coup. C'est ça, c'est toujours ça le problème quand on se retrouve face à une saga littéraire. C'est comment faire pour élaguer tout ça et passer à l'essentiel. Bon, moi je trouve que Jackson, ça c'est autre chose, mais je trouve que Jackson s'en est pas forcément bien sorti. Mais en tout cas, oui, j'aime beaucoup cette trilogie, j'aime beaucoup Seigneur des Anneaux, mais je suis très réticent au niveau de la mise en scène. Mais bon, ça sera un autre sujet. Un débat. Exactement. Mais en fait, je trouve que pendant 90 minutes, il y a trop de points de vue dans Dune. Et je trouve qu'à partir de 1h30, 1h27, 1h30, quelque chose comme ça, il n'y a qu'un seul point de vue et ça devient plus intéressant. Et là, pour le coup, le film adopte un point de vue qui est celui donc du cinéaste. Le point de vue, c'est quoi? C'est pas forcément la disposition de la caméra, c'est comment le cinéaste nous montre cette manière qu'il a de regarder cette promesse d'un monde. Et ça, c'est très passionnant, ça. Là, c'est passionnant. Là, c'est intéressant. Là, j'ai envie de le suivre. Je me pose cette question, est-ce qu'il ne faut pas passer par cette première partie qui est peut-être plus bancale pour arriver à ça? Eh ben moi, je me pose la question de savoir si tu sais, aujourd'hui, on vit dans une espèce de période où ce que l'on voit au cinéma n'est pas forcément le projet que souhaitait voir le cinéaste. Et on a toujours 2-3 ans après une espèce de directeur Scott. Moi, ça me gave complètement. Tu peux pas imaginer à quel point ça me fait vraiment chier. Et donc, je m'attends toujours au pire ou au mieux, je ne sais pas, à savoir qu'un jour, on va tomber sur une directeur Scott dans laquelle il y aura le film avec toutes les parties, et ça pourrait être intéressant de voir ça. Mais en tout cas, ce qui est assez frustrant et en même temps peut-être excitant, c'est de voir que Villeneuve, qui n'est pas un mauvais cinéaste, au loin de là, bataille durement dans la première partie, parce que pour moi, je ne le reconnais pas dans cette première partie, alors qu'à partir du moment où il est dans le désert, parce que le récit s'y prête aussi, il n'est plus entouré d'architecture, il n'est plus entouré de personnages. Allez, on va le faire autrement. Mais il est peut-être plus à l'aise là-dedans. Mais un film, c'est un tout. C'est pas uniquement une partie ou une deuxième partie ou une sous-partie. C'est un tout. C'est sûr. Et voilà. Et exactement. Et ce tout, pour l'instant, aujourd'hui, là, maintenant, me donne une image me donne plus une image qu'un plan. Je trouve que c'est un film qui n'est pas composé de plans, mais plutôt d'images. Un film qui n'a pas de conscience. Moi, je dirais l'inverse parce que, en fait, je trouve qu'au contraire. Et là, je me détache totalement du bouquin, du coup, parce qu'effectivement, dans le bouquin, tu as cette même idée d'installation et ensuite de gradation vers quelque chose de beaucoup plus solitaire et de beaucoup plus resserré sur le personnage. Parce qu'au début, il y a trop de personnages, ensuite, il y en a moins. Mais même, je trouve que Villeneuve arrive en fait à créer de l'excitation sur des choses, mais toutes simples. C'est-à-dire que, par exemple, je parlais de la séquence des arbres. Je trouve que cette séquence est excitante dans le sens où elle annonce beaucoup de choses et en même temps, elle cristallise toutes les problématiques Moi, en fait, j'ai une obsession personnelle pour ces scènes dans des films qui, à partir de 3 plans, vont te raconter tout quelque chose de plus grand, en fait. Je pense à la séquence, par exemple, dans Ben-Hur, où en fait, c'est pas dans une optique de comparaison, mais c'est pour donner un exemple, où en fait... Le remake le troisième, la troisième version celui de Wyler. Ah, d'accord. Bah, tu as bien fait de préciser, parce que je pensais que c'était le... Oui, pas j'ai jamais vu ce truc, bon, je le verrai pas, je pense. Il y a des films plus importants à voir. Et en fait,
il y a cette séquence où il nous montre Jésus, mais on ne le voit pas. On ne voit pas Jésus, mais on sait que c'est lui. Mm. Et ça raconte tellement de choses sur l'iconisation et sur la façon dont on représente les choses, dont on représente les idées et surtout les idées de personnages, que j'aime beaucoup ça. Et moi, dans cette séquence-là des arbres, de l'arroseur, je trouve que déjà qu'il y a forcément la poésie qui se dégage, enfin la poésie habituelle du cinéma de Villeneuve, et aussi il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est que ça cristallise toutes les problématiques du roman, c'est-à-dire que il y a cette idée qu'il y a, il y a la possibilité peut-être d'un ailleurs, d'un nouveau monde sur cette terre d'Arrakis. Parce que bon, Arrakis, qu'est-ce que c'est à part d'être une espèce d'usine géante? C'est une usine. C'est un lieu où il n'y a que des pipelines. C'est un lieu qui ne sert qui ne sert qu'à accueillir des pucerons, d'une certaine façon. Parce que même les Atreides, en fait, les Atreides ne sont pas montrés comme des êtres totalement positifs, puisqu'ils profitent de ça, puisqu'ils viennent pour, euh, pour récupérer quelque chose. D'ailleurs, la séquence où il y a Stilgar qui apparaît une première fois et qui discute avec le Leto, j'aime beaucoup cette séquence parce que déjà, bon, elle incite beaucoup de tension. En même temps, elle cristallise les problématiques qui sont en lien avec les Fremen et comment les Fremen ils essayent de vivre à partir de tout ça. Bon, forcément ça, c'est un miroir de ce qu'on vit actuellement dans les mondes, dans le Moyen-Orient. Ça parle beaucoup de décolonisation, Ouais. de Bah, néocolonisation, de certes, toute hein, façon, on en je suis parlait. d'accord. Les Sardaukar, qu'est-ce que c'est apparaître des soldats coloniaux du 19e siècle ou du 20e? Ouais. Parce que les Sardaukar, alors moi, c'est un truc que j'adorais parce que moi, les Sardaukar, je me suis toujours demandé comment on allait le représenter. Alors, dans le Dune de Lynch, c'est des types avec des combinaisons, juste des combinaisons un peu. C'est assez intéressant. Et lui, il choisit quoi? Il en fait des espèces d'astronautes, en fait. Enfin, on dirait des astronautes qui qui ne sont pas humains, puisqu'ils ont une voix robotique. C'est un vocodeur. Et d'ailleurs, on ne s'adresse à eux que par ça, puisqu'en fait, il y a cette séquence que moi que je trouve incroyable, où il montre Salusa Secundus, qui est la planète impériale. Et donc, on voit les Sardaukar, la légion de Sardaukar qui est promis au baron. Et en fait, on comprend très vite que ils sont à part, sont totalement à part. Je m'intéresse beaucoup à la guerre et au régiment militaire. C'est un peu mon objet d'étude. Et on comprend en deux plans qu'ils ont leur propre culture de la guerre. Mm. C'est-à-dire qu'ils ont un rituel guerrier qui est de récupérer du sang, de se le mettre sur soi, qui est très religieux. Hein. C'est quelque chose, c'est un rituel religieux. Et en même temps, on leur parle dans leur langue, qui est une langue robotique, qui est une langue désincarnée, qui est très industrielle. En fait, d'ailleurs, pour te préciser, parce que moi, vu que j'ai lu le bouquin, j'avais compris, mais ça, c'est pas très évident dans le film. En fait, ces passages qui sont lus, c'est les passages que lit Gurney Halleck quand ils arrivent sur la planète, c'est les passages de la Bible catholique orange. Parce qu'en fait, dans le monde de Dune, il y a une Bible qui est une sorte de compilation de plein de religions, qui mélange aussi la religion des Fremen, qui est une Bible qui régit tout l'impérium, tout l'empire, et qui est voilà, qui annonce aussi les visions du futur et tout ça. Et je trouve que qui était absente de la version de Lynch, évidemment, parce que c'était difficile à mettre en place, c'est pas évident. Là, je trouve que ce qu'il arrive à faire, c'est par des purs éléments d'univers, de plans, enfin très organiques, encore une fois, où c'est juste parce qu'il y a des personnages qui récitent, qui prennent le livre. Par exemple, j'aime beaucoup la scène où ils arrivent sur la planète Arrakis, parce que c'est une séquence où ils sont dans le vaisseau, ils sont tous habillés, voilà, il y a la belle parure de Jessica, et au fur et à mesure, il y a un tout petit peu de lumière qui rentre, qui apparaît au fur et à mesure. Gurney lit la Bible. Il y a quelque chose d'assez beau, je trouve, dans cette séquence-là, parce que on a compris qu'on allait passer une autre porte. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On a Oui, compris très très bien. qu'on allait vers autre chose. On a compris qu'on allait quitter j'ai entendu souvent des choses avec lesquelles je suis assez en désaccord, qu'on ne sent pas les différences entre les différentes dynasties, maisons. Mais je suis plutôt en désaccord avec ça, parce que les Atreides, c'est l'Écosse, en gros. Hein, c'est l'Écosse. C'est un monde très minéral, très naturel.
D'ailleurs, les tombes, c'est des tombes qui sont, c'est très beau, c'est très spirituel. La planète d'Harkonnen, c'est une planète uniquement industrielle, où il y a de la pollution. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit quand il avait voulu représenter la planète. Il voulait faire quelque chose où il n'y avait que de la pollution, où on voit peu de choses, on n'arrive pas à distinguer ce qu'il y a au fond. Il y a quelque chose d'indicible hein, sur cette planète, il y a quelque chose d'assez peu évident. Et d'ailleurs, il y a un truc génial, c'est que c'est propre, entre guillemets, parce que c'est un truc très villeneuveien, c'est-à-dire qu'on va faire des plans vides avec une architecture très vide, très brutaliste. En même temps, sur la planète Harkonnen, je trouve qu'on ressent cette espèce de saleté. On ressent cette barbarie, en fait, qui est dissimulée dans chaque recoin de la pièce. Par exemple, la première introduction du baron, on dirait une statue, en fait, qui est plongée dans de l'eau, enfin, qui se lave. On sait pas trop si c'est une douche ou quoi que ce soit. On ne sait pas pourquoi il se lave. Il se lave de quoi, d'ailleurs? Est-ce que c'est parce qu'il a du sang sur lui? Enfin, on ne sait pas trop. Et je trouve qu'on a en quelques plans la brutalité, on saisit la brutalité des choses. Et ce qui est quelque chose que c'est faire, hein, Villeneuve, parce que, par exemple, quand il introduit le personnage de Hugh Jackman dans Prisoners, on comprend la brutalité du personnage en 2 secondes. Parce qu'il est bourru, il est faussement calme, faussement... Oui, mais parce qu'il il lui donne des plans aussi, il lui donne oui, une mais matière. Je trouve qu'il y a ça aussi dans Dune. C'est marrant parce que cette matière-là, je la trouve pas, je la vois pas, elle est pas si évidente pour moi en fait. Mais Ouais, par contre, ce qui relie Prisoners et Dune, c'est dans la manière qu'il a Villeneuve de construire le rythme. En fait, Dune, jusqu'à la Dune, il y a comme ça, il y a une espèce de note, tu sais, de musique qui serait ininterrompue. Et donc pendant tout le film, on entend un et tu vois, il faut que ça soit fluide, il faut que ça épouse cette note. Et c'est pour ça qu'on a cette impression que les séquences s'enchaînent, tu sais, en fait, qu'on a l'impression qu'il n'y ait que des fondus enchaînés, alors qu'on les voit, il n'y a pas de fondus enchaînés dans le film. Mais on a l'impression que les séquences s'enchaînent de manière de manière extrêmement symphonique, tu vois. Et donc parfois, ça donne des situations très cocasses parce que on passe d'une séquence de chambre, donc pour le coup, le repas, la conversation, et à quelque chose de beaucoup plus extérieur. Et donc, c'est très bizarre et ça décontenance un peu. Mais il y a toujours cette petite note qui fait qu'il faut qu'il tienne le là. Tu vois, et c'est ça qui est assez incroyable chez Villeneuve, parce que c'est vraiment quelqu'un qui, je crois que Villeneuve est un cinéaste très symphonique. Il travaille ses films, il monte ses films comme une espèce, enfin, il les monte à l'oreille. Il y a quelque chose de très symphonique, ne serait-ce que la voix, les effets sonores, mais aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, c'est-à-dire le montage, la manière qu'il a de cutter, de passer d'un plan à un autre, exactement. Et donc, ça donne une petite symphonie qui est très wellsienne, on sait, parce que Wells travaille beaucoup là-dessus, sur ça aussi. Oui, mais t'as raison. Oui. Et moi, ça peut m'intéresser, mais c'est vrai que dans Dune, ça m'a beaucoup décontenancé parce que les séquences qu'il avait tendance à vouloir faire en sorte qu'elles cohabitent, eh bien, il y avait des différences d'échelle, différences de contenu. Et parfois, pour moi, ça me... Tu sais, hein, j'en sais rien en fait. Je sais pas ce qu'il va faire avec le prochain. Bon, je pense moi, je me pose pas la question de savoir s'il y aura un prochain ou pas. Il y aura. Sinon, c'est ridicule. Sinon, c'est un pétard mouillé. C'est un film mordé. C'est un film qui n'existe pas. Mais c'est là où ça fait peur, parce que Warner peut décider de ça. Non, mais Artaud, on est bien d'accord que là, on est en train de parler d'un film qui n'est pas fini encore. Ah, mais oui, tout à fait. Et c'est ça qui est extrêmement surréaliste, c'est que en fait, le film, on devrait même pas en parler, parce qu'il n'est pas fini. Ouais. Il y a un souci, en fait, et là, on peut parler de l'économie, il y a un souci. C'est qu'à l'époque, fut un temps, il y avait ce qu'on appelait les sérials, donc on pouvait comprendre cela. Là, on n'est pas dans l'idée, on n'est pas dans le concept même de la série. C'est un film c'est comme si je voyais quelqu'un en train de dire à quelqu'un qui va dire quelque chose, et il est interrompu, et le film est terminé. Ça, c'est un truc terrifiant, parce que à l'époque où on avait fait Les Seigneurs des Anneaux, il y avait un contrat pour 3 films. Je suis d'accord avec toi.
C'est terrifiant. Et là, mais c'est quelque chose qu'il y a à notre époque. Hein, parce que Villeneuve, je sais que de toute façon, il voulait faire un film en 2 parties. Il a raison, d'ailleurs, parce que tu peux pas adapter ça en 2 heures. C'est impossible. Ça, c'est impossible. C'est 800 pages. En 2 heures, c'est impossible. Et tu as même des cinéastes qui arrivent à adapter 300 pages en 7 heures. Coucou Bellatar. Mais vraiment, c'est assez terrifiant parce qu'il n'a pas réussi à avoir un contrat pour 2 films. Il fallait qu'il fasse un seul film, et ensuite on verrait si le film marche. Bon, après, il marche à première vue, donc j'espère qu'on aura cette suite. Et tu as raison, si vraiment il n'y a pas de suite, c'est une catastrophe. Ce film ne méritait même. Ah bah oui, et c'est profondément triste. Après, moi je réfléchis pas trop sur ça parce que je connais la suite, en fait. Donc et j'ai un peu dans l'idée de ce qu'il va faire. Après, je peux être surpris. Hein. Ah oui. D'ailleurs, ça a été un peu le cas. Quand j'ai vu Dune, je te l'ai dit au début, moi j'étais un peu décontenancé parce que je ne m'attendais pas à cette vision-là. C'est-à-dire, par exemple, on parlait de la façon dont il a cette obsession pour la symphonie et le mélange et de désamorcer les choses. Il y a plein de séquences en fait d'action qui sont désamorcées par un montage alternatif avec des séquences intimistes. Mais il y a un ping-pong entre ces séquences. Par exemple, c'est ça. Et ça c'est bien, c'est très très bien fait et ça fonctionne très bien. Je trouve ça m'a pas décontenancé en fait. Ça m'a pas dérangé. Parce que je me disais, par exemple, quand Leto meurt, on a directement un plan où tu as Jessica et Paul qui sont dans la tente et on voit l'anneau et on comprend qu'en fait, voilà, il y a une passation. Il y a une passation. Mais j'ai hâte de voir effectivement la suite parce que forcément, la deuxième partie est encore plus intéressante. De toute façon, c'est ça. Le livre s'arrête, il change de point de vue, il change de façon de faire, puisqu'en fait, le livre se déroule sur plusieurs années. Donc ça va être intéressant de voir Paul et de voir Chalamet qui vieillit, qui va changer aussi. Parce qu'il y a un peu de ça. Il y a un truc intéressant qui est en lien avec le film, c'est que je trouve que l'acteur, on a l'impression qu'il a vécu une sorte de rituel de passation, d'évolution. Enfin, on a l'impression, il y a quelque chose, on a l'impression que l'acteur Chalamet est vraiment connecté au film. Je sais pas si tu as ressenti ça, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment même lui en termes de jeu dans le film, il y a une évolution chez lui. Après, moi, je connais pas trop le travail de Chalamet, je sais pas comment je sais qu'il est pas très apprécié par le public, enfin, par une partie du public, plus cinéphile, on va dire, entre guillemets. Mais je trouve qu'il y a une évolution. C'est-à-dire qu'au début, c'est un gamin un peu immature, qui veut absolument se battre, qui n'a pas conscience de la gravité des choses. Par exemple, il y a un truc génial, c'est Gurney Halleck, dans la séquence que j'aime beaucoup, la séquence d'entraînement au couteau, qui est assez géniale, et après il dit « Mais n'oublie pas les Harkonnen !» Et après, pif, on passe à la planète Giedi Prime et on voit nous-mêmes, on prend conscience de la violence. Il y a quelque chose moi que j'aime bien, c'est-à-dire que le bouquin, ça peut gêner les gens, mais je trouve que Villeneuve sacrifie peut-être la complexité du bouquin pour venir à une simplicité plus humaine et plus intimiste. Et ça m'a pas déplu. Ouais. Une simplicité, je dirais plutôt. Mais j'ai pas lu le bouquin, donc c'est très compliqué pour moi d'en parler. Mais même en tant que film, il est assez fluide. On comprend vite les enjeux, on comprend vite oui, ce qui était peut-être le défaut du Lynch, mais on peut pas critiquer Lynch pour ça parce que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Mais c'est ce que j'aime beaucoup dans le film, c'est-à-dire que tu prends très vite conscience des choses, quand même, des enjeux de l'univers, des enjeux de ce film. Après, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi sur une chose, c'est qu'il a tendance à s'effacer parfois. Ah, mais c'est clair, il s'efface parfois. Alors, il s'efface pas, c'est pas qu'il s'efface, c'est qu'il y a une peur. Je pense qu'il a un peu peur de ça. Il a peur de Dune, je pense qu'il a peur du bouquin, il a peur du film. Il a peur aussi de notre époque où on est obligé de faire des films qui sont connectés entre eux, de faire des trucs qui n'ont plus de personnalité, qui vont surtout, comment dire, être livrés à une vision purement industrielle des choses et pas artistique. Et lui, il essaye de faire un compromis. Mais c'est difficile de faire un compromis. Hein. C'est très difficile. Je ne sais pas si tu es d'accord avec cette observation, mais je pense qu'il y a un compromis qui a voulu faire.
Oui, c'est-à-dire de prendre en considération une partie du public, c'est fort probable Hmm. ça. Ça c'est sûr que alors qu'il devrait pas. Il devrait pas, on est Il d'accord. devrait pas. Mais aussi celles et ceux qui sont extrêmement fans du livre, il y a cela aussi, ils devraient pas non plus. C'est pas si évident, mais là on taperait sur un autre sujet pour lequel je suis Oui, assez effectivement. radical. Je suis assez radical euh, et qui, je dirais, il y a le film et il faut le prendre comme tel. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Et ça, c'est pas possible autrement. Je veux dire, ça, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps et qui ne doit absolument ne jamais changer. Et c'est pas être réac de dire ça. Non, il Non, y a un film et le film, faut le prendre comme tel. Il faut pas bien sûr. lui demander d'être ce que vous avez envie qu'il soit. Et, et quand on voit, par exemple, le genre des films de super-héros, des choses comme ça, on a tendance effectivement à voir et à entendre beaucoup de personnes qui sont extrêmement mordante vis-à-vis d'une éventuelle trahison de je ne sais quoi. C'est assez compliqué et alors que il devrait prendre, enfin je veux dire, ça n'a pas lieu d'être dans la réceptivité Non, d'une œuvre d'art. Donc prenez c'est le trop film comme présent il aujourd'hui. est C'est et oui présent c'est ça, aujourd'hui, hein. c'est exactement ça. Donc et c'est pour ça que si j'avais lu le livre, j'aurais fait en sorte, enfin moi, pour moi, il y a le livre, et il y aurait eu le livre, et puis il y a le film. Ah, mais Et pour moi c'est aussi, hein. toujours, Pour moi et je aussi, le c'est un... sais, oui, oui, Parce j'en suis que, comment conscient. dire, je te le dis sincèrement, quand je suis sorti du film, j'avais vu le film, Ouais, et je m'en fous de la fidélité d'ailleurs, parce que la fidélité, ça m'intéresse pas. Ça sert à rien la fidélité. Moi, ce que je voulais voir, c'était un objet cinéma et voir comment un univers littéraire allait exister à l'écran. Et je trouve qu'il arrive à faire ça, notamment en termes ouais. d'esthétique aussi, parce que c'est ça qui importe aussi, c'est comment tu vas esthétiser les choses et créer des images et des plans. Et je trouve Hmm. qu'il arrive à faire ça. Notamment un plan, il y a des plans qui m'impressionnent en termes de composition. C'est par exemple comment il va filmer les foules. Il y a cette impression de grandeur des choses, d'immensité et d'opposition aussi, parce qu'il y a des contrastes, notamment avec les vaisseaux. Il y a un truc que j'adore qui n'est absolument pas dans le bouquin, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est d'ailleurs quand je fais des connexions avec le bouquin, c'est par souci de pédagogie avec le public, hein, évidemment. Et il y a par exemple quand les vaisseaux sortent de l'eau, des Atreides, moi je trouve que c'est une Ouais. vision poétique. C'est purement poétique. C'est très beau parce qu'en fait, et ça, évidemment, ça renvoie à cette connexion qu'ont les Atreides avec la nature parce que eux, les Atreides n'ont pas besoin d'avoir des vaisseaux qui gravitent autour. Les Atreides, on sent bien que ce ne sont pas des voyageurs. Ce sont des gens qui sont attachés à leur terre. Ils ne sont pas préparés à ça. Les vaisseaux sont enfouis. On voit bien que les vaisseaux, ils ont des, pas pris des toiles d'araignée, entre guillemets, ils ont pris le temps. C'est des vaisseaux qui sortent du temps. Et alors que quand tu vois Gedi Prime, par exemple, la planète des Harkonnen, tu as toujours des vaisseaux qui gravitent autour. Pareil Hmm. pour la planète de l'Empereur, tu as des vaisseaux qui sont posés. Donc il y a, disons qu'entre ces pays, ces peuples-là, tu as une différence de vision des choses et de vision de la vie aussi. C'est-à-dire que il y a quelque chose de peut-être plus hédoniste entre guillemets chez les Atreides que chez les Harkonnen ou chez l'Empire. D'ailleurs, on voit pas l'Empereur, ce qui m'a un peu surpris parce que normalement dans le livre, on voit et par exemple normalement on voit Feyd-Rautha aussi le fils de l'un des fils ou neveu, je sais plus du baron. On ne le voit pas le personnage de Sting dans le film. Hmm. Je On sais voit pas ce qu'il va le. en faire de ça. Et ça m'intrigue, parce que l'empereur, on n'a pas besoin de le voir, on sent suffisamment sa force par le prisme des Atreides, un truc, des Sardaukar, pardon. Parce que par exemple, il y a un plan moi, que j'adore, c'est ça, un truc tout con. C'est quand on voit pour la première fois les Sardaukar, on les voit sans leur casque, il y a un seul plan où il y a la pluie, et on voit un plan moi, qui me reste en termes d'image, qui me terrifie, où on voit un Sardaukar avec son casque, on voit pas son visage, pratiquement pas. On comprend que ce sont des êtres ne sont construits que pour le combat. Ce ne sont plus des êtres humains. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Je trouve que, disons que ce que je veux dire sur Villeneuve, pour moi qui réussit haut la main, c'est qu'il incite des idées par le prisme de l'esthétique. Mais des idées toutes connes, hein, des idées
qui en termes de narration devrait être, qui pourrait être exprimé autrement. Il y a des gens qui le diraient de manière très proche du scénario, c'est-à-dire que on va l'exprimer par un dialogue, machin. Non, lui, ce qu'il fait, c'est uniquement par le plan et par l'esthétique. Il montre des idées. Il nous les montre. Et moi, j'aime beaucoup ça. Parce que c'est quelque chose qu'on perd un peu. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on perd un peu cette idée-là. De montrer les choses par image. Ah oui, non, mais ça, c'est clair que j'ai envie de te dire, normalement, c'est propre au cinéma. Je veux dire, Ah oui, non, mais totalement. c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié. Donc, après, oui, je suis d'accord avec toi pour le cas Villeneuve, mais pour le coup, pour Dune, je ne le vois pas comme ça. C'est vraiment beaucoup plus comme quelque chose qui serait figuratif, une illustration. Et c'est pour ça que je reste assez perplexe. Et c'est un bel objet. C'est qui manque beaucoup d'épaisseur, mais qui fait comment dire, c'est un bel objet qui moi me rend frustré parce que à aucun moment cet objet prend le temps d'installer ces séquences. Et pour tout ce que j'ai pu dire durant cette émission, à savoir ne serait-ce que sur la symphonie, sur le rythme, tout ça, je suis pas très emballé finalement par ce film. Et après, de manière extrêmement objective, c'est pas une dégueulasserie. C'est un film qui malheureusement se laisse voir, mais c'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un film de l'année, c'est pas quelque chose de, c'est pas Villeneuveien, c'est pour moi c'est le moins perso, c'est un film qui est complètement qui a bout de souffle avant d'exister. Je veux dire, je ne lui reconnais rien de Villeneuve à part trois petites choses, mais il y a toujours cette dernière partie, peut-être, effectivement, qui me contredit. Et moi, j'adore être contredit dans un film. Mais il y a quand même cette première partie qui est assez lourde, assez forte, qui est aussi à l'image, peut-être, d'un certain type de cinéma qui a tendance à vouloir aller tout de suite à l'essentiel, mais oublie que pour aller à l'essentiel, il faut déjà prendre le temps de se lever, de regarder où on va, et puis de marcher un petit peu, et puis pourquoi pas d'être accompagné par quelqu'un, de prendre le temps de s'arrêter, de discuter et de repartir. Et c'est ça, c'est un peu ça le rythme, ça la durée, c'est d'être curieux, de regarder un peu, de lever la tête. Et non, aujourd'hui, je dis pas aujourd'hui, mais c'est vrai que on a tendance à voir beaucoup de films qui baignent dans une configuration où on doit absolument ne pas perdre de temps et ne pas être curieux. Alors qu'il n'y a pas mieux d'être curieux et de perdre son temps. On perd jamais son temps, mais en tout cas, c'est bien de se laisser un peu, non pas dans la contemplation, mais de laisser respirer un peu les choses. Je suis d'accord avec toi. Disons que moi, c'est un truc qui m'a déplu, c'est que Blade Runner, il avait réussi à faire ça, à faire ce compromis. Oui, c'est bien Blade Runner. Et je trouve qu'il n'a pas réussi à le faire totalement dans Dune. Ce qui m'a un peu décontenancé, c'est pour ça que je te disais, mais vas-y, laisse un petit peu plus durer ça. Enfin, c'est ce que j'aurais aimé voir. Mais en même temps, ça me contredit. Pareil, moi, je suis un peu dans le même si j'ai adoré le film, je l'ai super bien noté. Bon, bref, voilà. J'ai été très, très, très enjoué. Autant, je trouve que c'est un film qui est très fragile, notamment parce qu'il n'y a pas de suite, pour l'instant. Non, mais on en parlait, mais moi, je pense que le caractère inachevé du film joue contre lui. Hein. Moi, je pense. Il y a quelqu'un qui pourrait me contredire là-dessus, c'est Borat, on en discutait. Il trouve que lui, par contre, contrairement à beaucoup de films qu'on voit, il y a quand même un aspect achevé. Mais après, c'est vrai que, par exemple, un film qui était insupportable là-dessus, c'était Alita Battle Angel de Robert Rodriguez. Ah, oui. Non, je l'ai pas vu, mais... Bah, disons que tu n'auras jamais de suite parce que tu sais bien que le film va nulle part, quoi. C'est vraiment... Il y a un gros problème. Il y a des choix déjà d'adaptation qui sont plutôt contestables là, pour le coup. Mais j'ai pas le temps, ça sera un autre débat. Mais voilà, il y a ce problème-là. Et je trouve que je suis pas forcément d'accord avec Borat quand il dit ça, parce que je trouve quand même que le film pâtit de quelque chose, c'est qu'on a besoin de la suite. Indéniablement, puisque
Et j'espère qu'on aura. Enfin, tu es plutôt positif là-dessus, moi aussi, j'espère. Parce que vraiment, si la Warner ne lui permet pas de conclure son film et d'exister, c'est quand même quelque chose de dramatique. Enfin, moi, ça me paraît très dramatique. Après, bon, il s'en relèvera, il pourra toujours faire d'autres films, mais moi, ça me paraît très embêtant. Après, le film marche, pour l'instant. Parce Oui, que bon, qu'on t'inquiète pas s'en cache là-dessus. pas, ils essayent de regarder sur tous les chiffres. Mais, tu as raison sur une chose qui est claire, c'est qu'effectivement, parfois, le film tombe dans l'illustration. Mais je trouve que le plus souvent, personnellement, il arrive à créer l'émotion et à aller au-delà de la simple adaptation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des points de vue, des choses qu'on n'aurait pas vues dans une autre. C'est-à-dire que tu aurais Villeneuve et un autre cinéaste qui aurait fait ça, il aurait fait des choses différemment parce que, après, c'est peut-être pas le plus Villeneuveien, c'est sûr. Mais il y a quand même quelque chose qui reste de Villeneuve, notamment l'idée de l'image, hein, qui est quand même quelque chose d'assez important, l'image fausse, Mhm. l'image manquante, l'image qui te ment et qui a un impact sur le personnage. Mais effectivement, je suis d'accord sur une chose, c'est que j'aurais bien aimé que le film prenne plus son temps. Qu'il se, qu'il se permette vraiment d'éviter des raccourcis habituels du cinéma. Ce qui sera intéressant, c'est que lorsque le second sortira, j'imagine que le premier sera toujours accessible, et Oui. de s'amuser à voir le premier et puis ensuite aller voir le second pour voir un peu jusqu'où comment la trame elle sera à ce moment-là questionnée. Ça pourrait être intéressant. Mais pour faire part d'une expérience, et t'as raison, pour faire part d'une expérience personnelle, un truc que j'ai trouvé très cool, c'est que j'y suis allé avec un ami, en fait, quand je suis allé Ouais, voir le ouais, film. Il ne ouais. connaissait absolument rien. Bah alors, le gars, il est sorti, mais bon, après, plus dithyrambique que moi, chef-d'œuvre, enfin bref. Après, il a le droit, hein. Moi, je Bah critique oui, pas ça. Mais au bien sûr. contraire, et au contraire, je trouve ça cool, cette euphorie qu'il a par rapport à ce film-là. Et il m'en parle souvent. Il me dit, bah, la musique d'Hans Zimmer, j'aime beaucoup la musique d'Hans Zimmer. J'ai du mal avec Zimmer, mais je trouve que la musique de Zimmer, là, elle revient un peu à ce qu'il avait fait avec Ridley Scott pour Gladiator, par exemple, où il remet de la voix, enfin un peu de voix, et en plus, il va vers des terrains un peu plus expérimentaux qui sont en lien avec l'univers. Puisque la motivation de Zimmer, c'est de dire, bah, vu qu'on ne sait pas, qu'on est dans un futur qu'on ne connaît pas, on ne sait pas quels sont les instruments, etc., on va jouer avec la voix. Ce qui n'est pas si bête, hein, comme Hmm. idée. C'est profondément simple, mais c'est pas bête. Et je suis content parce que cet ami-là qui a vu le film, il était très euphorique et il a tout compris. Vraiment, il a tout compris. Il n'était pas perdu, il a été saisi par les émotions du film. Donc c'est bien, moi je suis content parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour les gens. Enfin, là on parle d'un gros film que les jeunes découvrent et qui ne connaissent pas forcément l'univers, qui ne connaissent pas forcément aussi une part un peu plus exigeante entre guillemets de la science-fiction, qui sont Mhm. abreuvés souvent de Marvel parce que Marvel tente de faire de la science-fiction, mais on va dire que c'est pas génial. Et voilà. Mhm. Après, moi, j'ai un problème, si tu veux, on va en discuter un peu quand même. C'est la réception du film qui est profondément exagérée d'en faire le nouveau chef-d'œuvre. Mais attendez, laissez-lui le temps d'exister aussi au film, hein. C'est bien. Enfin, ce serait bien que le film puisse exister un peu, au lieu de le précipiter tout de suite au rang de chef-d'œuvre, ce qui a dû exaspérer beaucoup de gens aussi, je pense. Enfin, moi, et souvent, ce qui m'ennuie le plus, en fait, sur les réseaux, en vidéo, c'est que beaucoup de gens parlent du film, mais ils n'arrivent pas à mettre des mots sur ce qu'ils ont aimé. Vraiment, il y a cette impression que. Parce que c'est bien beau de parler de faire des captures d'écran, de les balancer sur Twitter, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que vous expliquiez ce qui vous plaît dans ces plans-là, ce qui vous plaît en termes Ah, oui, mais d'histoire. alors là, Artaud, pardonne-moi, mais là, Je suis trop mais là, exigeant. c'est pas du tout, non, pas du tout, pas Non. ça, pas ça. Non, mais là, en fait, tu touches un autre problème. Là, Ouais, c'est comment parler d'un film aussi. bien sûr. C'est ça pardonne-moi, je suis désolé, il y a un reflet, mais bon, ça donne Non, mais quelque c'est joli. chose. C'est Ça, joli. c'est beau. C'est C'est beau. très dunien pour le coup. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que là, tu touches
une autre question qui est, voilà, comment fait-on aujourd'hui pour parler d'un film? Est-ce qu'on donne son avis ou est-ce qu'on en fait une critique? Et tu connais un peu mon idée, enfin mon rapport à ça. Je pense que c'est beaucoup plus des avis que de la critique. Et la critique, c'est autre chose, c'est différent. C'est peut-être pas forcément moins bien ou meilleur, mais l'avis... L'avis esquive, enfin, quitte cette volonté de mettre des mots sur ses sentiments, alors que moi, je pense qu'on on parle pas du film, en fait. On parle de ses à côté, on parle de choses qui n'ont pas grand-chose à voir. On prend pas des séquences qu'on compare entre elles, des plans qu'on compare entre eux. On parle de l'histoire, on raconte l'histoire généralement. C'est surtout ça qu'on entend. C'est l'histoire qui est racontée. Et l'histoire qui est racontée ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont les plans qui t'ont le plus, de prendre exemple sur des plans du film. Donc, d'ailleurs, c'est intéressant. Je vais te poser une question. Quel est le plan vraiment qui te reste du film? Enfin, s'il y en a un qui t'a fasciné, qui t'a créé une sorte d'émotion qui va au-delà du film, en fait. Étrangement, c'est quand je vois le baron s'élever dans l'air. C'est très très bizarre, mais je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose de. C'est la première fois quand on le voit s'élever dans l'air. En plus c'est très sombre, pas du tout ombragé, mais très très sombre. Et puis tu entends cette petite musique qui vient comme ça, qui résonne, et il s'élève dans l'air en flou comme ça, et puis il vient vers toi, et je le trouve pour le coup étrangement élégant. Ah oui, c'est vrai. Mais tu sais quoi ? Étrangement élégant. C'est ce qui est intéressant avec ce baron Harkonnen, cette vision du baron Harkonnen qui est assez différente du bouquin et aussi du film de Lynch. Oui, complètement. C'est un ogre, en fait. C'est un ogre de conte. C'est un roi, un ogre de conte. Il est terrifiant. Il y a un truc que j'adorais, c'est quand il est face au cadavre de Leto qui est humilié, qui est nu, en fait. Image très violente, qui m'a marqué. C'est une image qui, en plus, évoque un tableau qui est très connu. J'ai plus le nom, mais... c'est Marat, c'est le tableau de Marat quand il est Marat assassiné par David. Oui, voilà. Où on le voit prostré, voilà, et nu. C'est pas une image violente en soi. Enfin, il y a pas de. C'est pas installé de manière grossière, mais il y a quelque chose qui est terrifiant dans cette séquence-là parce que on a l'ogre, donc le comte, qui mange, qui mâche. On entend les bruits de bouche qui rotent. On entend roter à un moment. Qui s'avance. J'adore parce qu'il s'avance, il s'envole et il continue à mâcher vers quand il y a le docteur Yue qui se ramène et il continue à mâcher. Donc ça montre à quel point il est méprisant et méprisable. À quel point il se prend... Il a un souci, il a un délire égocentrique, de prise de hauteur par rapport aux autres. Il veut être en hauteur, il veut être... parce que, bon, c'est bien, le baron Harkonnen, en fait, c'est parce qu'il est plus qu'obèse, parce que ça représente, en fait, sa personnalité, c'est il est gargantuesque. C'est Gargantua, hein, c'est un peu ça. Ça renvoie à ces figures de Rabelais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un porc. Les figures sont joviales chez Rabelais. C'est plus... c'est autre chose, c'est différent. Là, c'est des personnages violents, les Harkonnen. C'est vraiment... En plus, ils sont albinos, ils sont blancs, ils sont super blancs. Ils sont plus que blancs, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont... d'ailleurs, ils ont une espèce de... J'avais dit dans la vidéo, ils ont une espèce de mélange entre visage de bébé un peu mal formé. Enfin, je trouve que c'est intéressant ce qu'il arrive à faire avec les Harkonnen parce qu'ils sont indéfinissables, en fait. On ne peut pas les définir, ces êtres-là. On ne sait pas. Ils ne sont pas clairs. Ils ne sont pas clairs du tout. Ils ne sont pas clairs. Le baron, il n'est pas clair. Il a mis de côté l'homosexualité du baron pour l'instant. Peut-être qu'elle reviendra pas. Peut-être qu'elle reviendra dans la suite. Mais il a créé autre chose. C'est-à-dire, c'est la barbarie. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la barbarie qui est dans chaque recoin de table, en fait, du personnage. Même quand il est en train de mourir et qu'il le récupère en haut, qu'il est en train de tousser parce qu'il a été empoisonné, ou la scène où il sort d'un bain amniotique qui le régénère. C'est des scènes qui, moi, m'impressionnent parce qu'elles me créent c'est des images qui restent parce que c'est des images qui sont terrifiantes, en fait. On dirait Dark Vador. Ouais, c'est vrai. C'est Dark Vador, mais
Dark Vador qui est beaucoup plus ridicule en fait. Enfin, il y a une forme d'absurdité hein, dans le personnage. Mais du coup, très intéressante cette image que tu ressors. Moi, l'image qui resterait, ça serait l'image. Eh bien, paradoxalement, c'est une image qui n'est pas forcément très évidente. C'est pas l'image qui va rester très souvent, mais c'est l'image où en fait les Fremen font café. Ah oui. Mais parce que. Oui, pardon, excuse-moi, vas-y. Qu'est-ce que tu. Parce qu'il y a la Pourquoi? poésie, il y a l'idée de s'intéresser à leurs coutumes. Et en même temps, et j'aime bien ça, c'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse qui sert totalement le récit. Mais parce que tu y crois surtout. Et tu y crois, C'est ce c'est que je vrai. te disais quand Paul boit un verre d'eau, je n'y crois pas. C'est ce que je te disais dans la première Mais tu partie. sais pourquoi? Peut-être parce qu'en fait, le véritable confort, c'est le désert. Et là, il y a quelque chose à creuser. C'est ça. Voilà, faudrait voir le film, quoi. C'est Faudrait peut-être voir le pas. film, en fait. Faudrait voir le Oui, film. il faudrait voir le film, t'as raison. Mais peut-être parce que en fait, justement, Villeneuve, il est peut-être pas dans une démarche d'illustration au début, mais parce qu'en fait, il montre que le monde institutionnel est moins intéressant que le monde purement ethnique des Harkonnen, des Fremen. Ouais. Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Peut-être il y a quelque chose de... Parce que c'est pareil dans... Alors, toute proportion gardée, c'est pareil dans Laurence d'Arabie, c'est-à-dire que c'est très ennuyeux, les passages où il est avec les autres, Laurence d'Arabie. La véritable passion de Laurence, c'est quand il est avec les populations arabes. Exactement. C'est là où il y a une transmission, il y a un retour, il y a une fascination, il y a l'appel de l'aventure aussi. L'appel de l'aventure, c'est important au cinéma. C'est pour ça que je parlais de porte aussi, parce que quand tu passes une porte dans un film, il y a l'appel de l'aventure. Tu ouvres un autre monde, tu ouvres une porte aussi spirituelle. Et je trouve que ça, il a réussi à le représenter dans le film. Vraiment, j'ai eu ce sentiment-là. Qu'il y a quelque chose. Que la véritable passion, effectivement, et t'as raison. T'as raison, parce que les meilleurs passages sont dans le désert. Ah oui, ça pour le coup. Cette confrontation avec le ver qui est filmé comme une baleine, c'est génial, je trouve. Ce plan où il y a le ver qui est dans le noir, qui est indicible aussi, qu'on voit pas trop, mais on comprend toute l'importance de ce ver et on comprend l'impact qu'il va avoir sur la vie de Paul. Il y a une fascination. Paul, forcément, il rêve en fait. Mais d'ailleurs, c'est un personnage qui rêve tout le temps. L'ouverture du film, c'est Paul qui dort et qui rêve. Oui, et puis d'ailleurs, il dit quelque chose par rapport au rêve. Il dit que en rêvant, je sais plus, il y a quelque chose de l'ordre de l'existence. Je me souviens plus, mais il y avait une phrase comme ça qui était associée au rêve dans le film. La phrase qui ouvre le film, il me semble, c'est ça. Il y a ça, mais puis rêver, c'est aussi exister, quelque chose dans cette idée-là. Il faudrait que je retrouve ça, mais ça m'avait bien marqué. Ouais. Il me semble, alors si je me souviens bien, que la phrase. Ah oui, c'est les rêves sont des messages venus des profondeurs. C'est très C'est beau. la phrase qui ouvre le film avec la voix robotique des Sardaukar. Les Ouais. rêves viennent des profondeurs. Ça, c'est intéressant. Mais c'est vrai, il y a toute cette dimension du rêve. Mais de toute façon, les personnages de Villeneuve rêvent aussi. Hein. Rêvent de choses. Moi, je pense. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est ça, en fait. C'est l'image. L'image fausse, peut-être, est liée au rêve aussi. À l'idée qu'on pourrait se faire de notre vie. Mais il y a aussi l'idée que le rêve aussi te met dans une situation, enfin, tu es dans une autre position, tu es dans une autre manière comme tu l'as dit, de voir l'image, de voir le monde. Donc, Oui. ça, effectivement, ça peut être, enfin, t'es dans l'inconscient aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça peut être aussi assez intéressant, effectivement. C'est le film est troublant de par ce qu'on attend de lui, ce qu'on attend de lui. Voilà. C'est ça qui est assez incroyable d'ailleurs. Mais je t'avoue que le film me trouble toujours. Hein. Je ne sais pas encore comment l'aborder. C'est pour ça que je bafouille, j'ai du mal à. C'est intéressant parce que c'est un film qui, dès qu'il sera achevé avec la suite, on pourra vraiment en parler totalement, comme tu disais.
Non pas que le film soit inutile, il n'est pas inutile, hein, qu'on soit bien d'accord. Moi, ce qui me rassure pas, c'est cette idée que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y ait pas un contrat pour 2 films. Ça, c'est pas normal. Ça me paraît pas normal. Normalement, si on veut faire du cinéma, mais ça montre bien aussi un état du monde hollywoodien, si on veut faire du cinéma, il faut faire un contrat pour des films. Et pour une. Bon, sauf quand c'est un contrat insupportable comme celui du MCU qui est faire des films toute la vie, quoi. C'est. Oh là là. C'est affreux, ça, c'est affreux. Mais bon. Mais quand tu as une histoire, il faut pouvoir l'achever. Moi, je pense que c'est important. Après, il y a quelque chose qui est cool aussi dans la littérature et dans le cinéma, c'est les histoires inachevées. Et on est parsemé d'histoires inachevées. Les contes, les livres. Je parlais tout à l'heure du Sous Soleil de Satan de Bernanos, mais en fait, il n'est pas inachevé, mais il y a des parties manquantes dans Sous Soleil de Satan. Et parce qu'il a été censuré à l'époque, parce que voilà. Mais c'est intéressant, ça revient à l'idée de l'art, que l'art, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... C'est-à-dire que nous, on a le film qui est tel quel, mais on a le film tel qu'il est. On n'a pas le film tel qu'aurait pu peut-être le rêver Villeneuve, effectivement. Bah écoute, on va conclure du coup ce dialogue. Déjà, je te remercie parce que ça m'a permis de saisir aussi parce que malheureusement, avec ta vidéo que tu avais et c'est pas une critique, hein, bien sûr, la vidéo que tu avais faite sur Dune avec tes 2 comparses, j'avais pas totalement saisi les problèmes en fait, du film. Là, je trouve que j'ai saisi un peu plus. Effectivement, moi, je partage ces problèmes-là. Après, moi, je pense que c'est difficile de dire qu'un film est totalement réussi. Enfin, chaque film, il a sa part de mystère et aussi d'échec. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sur ça, mais je pense que c'est important de rappeler. Les œuvres sont faibles, mais c'est ça qui est intéressant. C'est la faiblesse des œuvres qui fait qu'elles sont attachantes. Et c'est pour ça que moi, Dune, c'est un film que j'aime beaucoup. Et j'attends de voir ce qui va se faire. Et il y a tout de même cette part d'excitation qu'on peut avoir, je pense. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. J'attends de voir ce qu'il en est d'ici 2-3 ans et oui, de voir un peu ce qu'il promet peut-être dans cette dernière heure du film. Est-ce que cette promesse va être tenue pour le prochain, pour le numéro 2? Ou est-ce qu'il va nous décondenser, espérons. J'aimerais bien être un peu décondensé. J'aime bien être surpris. Que ce soit négativement ou positivement, d'ailleurs. Donc voilà, bah écoute, Samir, je suis très content de t'avoir accueilli ici. C'était très bien. Je suis très content aussi. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. C'était intéressant comme ça, une discussion libre et totalement improvisée. C'est génial. C'est génial comme ça, c'est parfait. Bah écoute, on en refera. De toute façon, avec plaisir. Je te réinviterai pour des projets, ça sera avec plaisir. Et voilà, donc, et chers spectateurs, je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Bye!